Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 320 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 12e numéro de la syllabe, notre top 100. Et aujourd'hui, justement, c'est Titouan qui nous rejoint, Titouan du podcast Le Trèfle et Envergure. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de La Syllabe, notre top 100 de 2024, avec aujourd'hui le 12e numéro déjà. On avance, on est à plus de la moitié. Et donc aujourd'hui, nous rejoint quelqu'un qui, on m'a dit dans l'oreillette, a dû faire doublure de Sam Hauser quand Sam Hauser était un peu trop ivre pendant la parade pour fêter le titre. C'est Titouan, comment ça va Titouan ? Moi, ça va très bien. Mais du coup, j'ai fait la doublure, mais j'ai pas eu la bague encore. Alors, je vais faire une demande à Brad Stevens. Tu as cette particularité de ressembler physiquement à ton joueur préféré. On est d'accord. Oui, c'est vrai. Malheureusement, j'ai que la ressemblance physique. Je n'ai ni le shoot, ni le contrat NBA. Alors évidemment, Titouan que vous connaissez, fan de Boston, hein, bien entendu, c'est pour ça que je dis ça. Mais Titouan du podcast Le Trèfle, bien entendu, et aussi de Envergure depuis peu, on peut le dire. Oui, c'est ça, fraîchement officialisé. Je rejoins la team Envergure pour faire un peu de scouting là à minima sur la saison qui arrive, donc et pour la prochaine draft NBA. Très content de rejoindre un site et un média de renom quand même dans le scouting français. Oui, moi aussi très content, comme ça je rajoute Envergure dans mon Pokédex des médias qui participent au top 100. Donc non mais blague à part, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que d'habitude les gens qui sont spécialisés dans le scouting, c'est parce qu'ils sont fans de Minnesota, c'est parce qu'ils sont fans des Kings, tu vois, des équipes très mauvaises pendant 20 ans. Toi, cette passion pour le scouting alors que t'es fan de Boston et que ça gagne pas mal depuis pas mal d'années, ça devient où du coup? Ouais, surtout qu'en plus j'ai commencé à vraiment scouter à partir de la draft 2020. Donc en fait, ça vient d'où ? Ça vient du Covid et du fait que j'ai eu du temps, tout simplement. Mais c'est vrai que je me suis toujours fait la réflexion que d'un point de vue purement fan des Celtics, j'ai jamais vraiment eu la chance de scouter des prospects attendus très haut à la draft en me disant peut-être qu'ils vont finir à Boston. T'as pas connu Tatum, t'as pas connu Jaylen Brown et tout ça, quoi. T'étais pas encore dans le scouting. Ça, je regardais de très loin, ouais. Ouais. J'ai commencé avec la QV Aaron Nesmith, le premier que j'ai drafté, que j'ai scouté, pardon. D'ailleurs, vu qu'on parle de Tatum, et en plus vous avez la gentillesse de faire référence à mon travail de Tatum à l'époque, mais surtout l'actu du trèfle, c'est ça aussi, c'est un podcast sur Tatum qui est sorti récemment dans votre série des rétrospectives où vous faites un peu des focus sur pas mal de joueurs majeurs de la saison. Vous m'aviez invité pour faire Marcus Smart, vous avez fait qui c'est que j'oublie encore, enfin là bref, Tatum c'est le dernier en date, je crois qu'il y a Al Horford qui devrait se faire aussi bientôt. Ouais, c'est ça, il y a Al Horford qui devrait se faire, on a fait Jaylen Brown, on a fait Smart, on a fait Grant Williams, et d'ailleurs, fun fact, mais Grant Williams et Smart, les deux, quand on les a fait, 2 semaines après, ils se faisaient trader. Donc j'espère que Tatum va pas se faire trader dans 2 semaines. Mais oui, voilà, en gros, la série Focus, c'est, on fait un focus sur un joueur des Celtics qui est là depuis un certain temps, et on essaye de voir quel joueur il était à son arrivée en NBA, quel joueur il est maintenant, et qu'est-ce qu'il peut devenir dans quelques années. Oui, parce que c'est vrai que Tatum, il faudrait quand même qu'il aille plus haut. Hein. Il faut encore avoir la marge de progression. Ouais, c'est vrai. C'est un peu limite. Ouais, on est d'accord. Bref, donc Titouan, vous connaissez évidemment. Le top 100, vous commencez à connaître aussi, je pense, vu qu'on est au 12e numéro sur 20. Donc on a une playlist, on prend à chaque fois 5 noms, on en discute, on les rajoute au classement, on construit ce classement petit à petit. Donc on a déjà fait 11 épisodes, donc on a un top 55 pour l'instant. À la fin de celui-ci, on aura un top 60. Et évidemment, le pouvoir des maths, 12 x 5, Titouan. Avant qu'on passe à la QV du jour, justement, par rapport au classement qu'on a déjà, est-ce que tu as des remarques à faire, des revendications ou des demandes de reclassement ? Non, c'est vrai que je le regardais un peu en off là, et il y a quelques joueurs, mais c'est plus les montées d'une place, 2 places grand maximum. Je pensais, j'avais parlé de Jalen Williams, potentiellement que je mettrais devant Sabonis, mais non, vraiment quand je regarde le classement actuel, j'ai pas de joueurs que je ferais monter de 5-10 places, donc c'est pas choquant. Sur l'autre classement, quand on a fait Tatum justement, tu vois, on l'a fait avec Alex de Trash Talk et on avait commencé par le mettre au-dessus de
de Kawhi, je crois. Ensuite, avec FD, on avait reclassé. Enfin bref, là, il y a un groupe un peu entre 4, 5, 6. Kawhi Leonard, Kevin Durant, Jason Tatum. Dans quel ordre, toi, tu les classerais un peu ces trois-là? Bah, alors c'est vrai que ce trio-là, forcément, j'ai mis un peu mon œil dessus quand j'ai vu Tatum. Pff, en vrai, le 4, 5, 6 comme ça me choque pas. Maintenant, si on me dit... En fait, j'ai vraiment l'impression que les trois sont interchangeables. Si tu Ouais, mets ouais. Tatum devant Kawhi et KD, parce que tu te dis que bah, KD, il fait probablement une de ses pires saisons en carrière, sachant qu'une des pires saisons en carrière de KD, bah, c'est une saison top 10 NBA en fait. Euh, Ouais. ouais, peu importe l'ordre, moi, ouais, ça me choque pas plus que ça. Ok. Et par rapport à... Tu vois, moi... Je valoriserais peut-être, je trouve, alors peut-être que c'est le fan des Celtics en moi qui dit ça, mais j'ai l'impression que Tatum, même si Kawhi a un peu fait des progrès là-dessus, Tatum a fait pas mal de progrès sur le playmaking, et je trouve que quand tu es une star offensive, par exemple KD, c'est un peu quelque chose qui lui manque un peu ce playmaking, et Oui. peut-être que je mettrais Tatum devant KD pour le côté un peu plus polyvalent, capable de faire autre chose que du scoring. Même si bon bah KD, il y a le scoring qui est en fait élite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tout en haut. Mais ouais, il y a le côté playmaking de Tatum est vraiment ouais, très fort des deux côtés du terrain et polyvalent des deux côtés du terrain qui me ferait le monter un peu, mais rien de choquant en tout cas. Dans ma tête, moi, il y avait un peu un tir groupé, là, un chapeau entre ces trois-là, avec un peu nettement au-dessus, enfin nettement, pas de beaucoup, mais nettement au-dessus, un peu le chapeau SGA Doncic. Et pareil, un peu chapeau en dessous, pas de beaucoup, mais assez nettement Booker. Est-ce que pour toi, genre Booker Tatum, c'est plus proche que ça? Est-ce que au contraire, tirer pourquoi pas à les titiller un SGA par rapport à Tatum? Tu vois ça? Ah, je pense pour le coup qu'un Tatum et du coup un Kawhi et un KD sont plus proches de SGA que de Booker. Ok. Peut-être pas de beaucoup, mais je pense que, comme dit, ces trois-là ont le côté. Bon, KD c'est un peu particulier, il a le côté efficacité historique, mais des Kawhi et Tatum, ils ont le côté apport des deux côtés du terrain à un très bon niveau, plus polyvalence où t'as pas que du scoring. Polyvalence offensive, j'entends, où t'as pas que du scoring, là où Booker, alors je vais pas dire que c'est que un scoreur unique, mais je trouve qu'il a pas le niveau de playmaking qu'a un Tatum, par exemple. Ah oui? Et défensivement, il n'a pas le niveau défensif qu'a un Kawhi ou un Tatum. Je pense que défensivement, je préfère Tatum. Je crois que sur le playmaking, je préfère un peu Booker. Au playmaking. Mais bon, après, on est sur des zones assez similaires. On parle de à une place près. Est-ce que tu veux qu'on rediscute entre Fred VanVleet et McCollum 39-40 ou pas? Ouais. Non, pas spécialement. Non, mais alors, blague à part, plutôt sur la fin du classement, au contraire, on a certains noms qu'on a déjà discuté. On s'est dit, bon, ils sont eux, on les avait dans la playlist, mais finalement, c'est quand même pas top. Est-ce que dans le best of the rest, il y aurait toi des gens qui n'étaient pas dans la playlist à la base, mais qui tu te dis pourraient intégrer le top 100 au final? Je crois que dans les noms qu'on avait déjà un peu évoqués, qui ont déjà été mis sur le devant de la scène et qui ont été mis sur la table, pardon, par d'autres intervenants, c'était des Norman Powell, Zubac, c'était des Colin Sexton, des PJ Washington, des mecs comme ça. Est-ce que toi, t'en as aussi un ou deux noms où tu te dis, ah, pourquoi pas? Bah, je m'étais dit un Norman Powell. Après, c'est vrai que tu me disais que c'était plus en termes de minutes que ça pouvait, qu'il avait pas fait le cut en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'est vrai qu'un Norman Powell, là en regardant la liste, je me dis un Malik Monk. Oui, Tu vois, aussi, ouais. quand je vois que tout en bas du classement, il y a du bah, Tyus Jones ou même Tobias Harris. Ouais, je me dis, tu vois, est-ce qu'un Malik Monk qui apporte justement, contrairement à Tobias Harris, qui apporte un peu de connecting, est-ce que la valeur de Malik Monk est pas plus intéressante que Tobias Harris, qui est peut-être un peu plus, je vais pas dire, ouais, je vais pas dire unidimensionnel, mais peut-être un peu plus, enfin, beaucoup moins polyvalent, je pense, qu'un Malik Ouais. Monk offensivement. Tu me parlais de Podziemski aussi, éventuellement, qui est dans le best of the rest? Ouais, mais Podziemski, je pense que je suis biaisé par le côté jeunesse et donc potentiel. Et vu que là, on est sur un classement sur la saison passée, Podziemski, en fait, il y a plein de flashs et de trucs intéressants, mais quand on regarde les chiffres d'efficacité et tout ça, ça demande encore à être peaufiné. Et du coup, ouais, je pense je pourrais l'entendre qu'il rentre pas vraiment dans le classement encore, qu'il soit un peu juste.
Ouais, bah surtout, il y avait pour l'instant, le scoring est quand même très, très, très bas en termes d'efficacité, en termes de volume, et la création est quand même très basse. Donc, il y a un profil défenseur intéressant, mais que point d'attaque. Tu vois, c'est même pas défenseur d'aile, etc. Et passing, évidemment, le connecting et tout ça, et ça aide. Hein. Mais est-ce qu'il y a assez pour. Je sais pas, tu vois, le côté inefficacité, moi, c'est un peu pour ça que je l'avais pas mis, mais je pense qu'il est un peu dans le mix. On pourra en rediscuter éventuellement, mais ok. C'est pas impossible que dès l'année prochaine, par contre, Ah oui, en fonction exactement. de comment ça évolue. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que par exemple, tu parlais de son playmaking, on sent que c'est un joueur qui a une tendance à être, je vais pas dire pass first, mais qui a une tendance à passer, qui passe volontiers. Mais en fait, par exemple, le fameux ratio de playmaking qui était tant en chair, qui est supérieur à 1, donc ce qui est pas mal pour un rookie. Très passeur par rapport à ses responsabilités. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, il est de 1 pas parce que c'est pas un 1 comme peut avoir un joueur qui a 30% de assist percentage avec 25% d'usage. En fait, il a 1 parce qu'en fait, son usage est très bas, donc automatiquement, enfin, c'est sur un tout petit volume, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc, oui, il y a un côté où ce fameux ratio qui calcule à quel point ton jeu penche plutôt vers scoring ou alors plutôt vers passing. En un sens, il a aussi un ratio élevé parce qu'il tire très peu, il score très peu aussi. Donc c'est ça aussi. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, je comprends, tout à fait. Ok, très bien. Donc voilà pour le classement actuel et le best of the rest. Je note alors une voix de plus pour Malik Monk et Norman Powell, qu'on avait déjà quelques-unes d'accumuler en termes de vote. Question traditionnelle avant qu'on d'ailleurs j'ai même pas annoncé la QV du jour, pardon, excuse-moi, j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Damien Lillard, Bradley Beal, Paolo Banchero, Miles Turner, Josh Hart, plutôt une très belle QV aujourd'hui. Question traditionnelle, comment est-ce que toi tu les as classés ces 5 là les uns par rapport aux autres avant qu'on les intègre dans le classement? Alors, sans forcément le justifier là comme ça, mon classement c'était Lillard, Banchero. J'ai une grosse hésitation entre Turner et Beal. J'ai fini par mettre Turner en premier et Turner en troisième du coup, pardon, et Beal en quatrième et Josh Hart en cinquième. Ok. Eh bien, ça c'est un ok. On n'a pas du tout le même classement. C'est un ok. J'aime pas souvenir d'avoir eu autant de différences de classement de base sur une QV. Mais alors moi j'avais Lillard en 1, j'avais Beal en 2 moi. Beal en 2 et Turner en 3 et Banchero en 4. Mais du coup, c'est bien que tu aies un avis très différent, comme ça on va pouvoir en débattre et proposer un peu les deux facettes du débat, pour le coup. Et puis Josh Hart en 5, même si je l'aime beaucoup, mais ouais, une QV très, très homogène, hein, au final, j'ai l'impression, parce que tu vois, là on dit, moi, mon numéro 2 et ton numéro 4 et vice-versa, mais peut-être que dans le classement, au final, ils seront un peu tous resserrés autour de 20 places, quoi, grosso modo. Ouais. Mais oui, tiens, d'ailleurs, tant qu'on a parlé de QV, Titouan, c'est la première fois en plus de 50 ou 60 épisodes de ce genre de format que j'ai préparé la mauvaise QV. Voilà, c'était tombé sur toi la dernière fois. C'est pour ça qu'on a dû reprogrammer l'enregistrement. On a fait un top 100 des années 2010 il y a 2 ans. On a fait un top 100 de 2023 l'an passé. Voilà, et ça m'était jamais arrivé. J'avais préparé la mauvaise QV. Mais bref, il fallait bien que ça tombe un jour. Tu me diras, au bout de 50, c'est pas mal. 50 numéros sans faire cette erreur-là. Mais bref, les débats vont être pas mal, hein, j'ai l'impression, Titouan. Donc je te propose qu'on y aille directement. Qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, prenons Bradley Beal. Commençons par Bradley Beal. Premier joueur du jour, Bradley Beal. Je te fais le topo avant qu'on en discute. 33 minutes par match en moyenne pour Bradley Beal. 53 matchs, 105 de true shooting plus, donc plus 5% d'efficacité relative à la moyenne, plus 5%. C'est quand même pas mal, hein, pour le coup, même si c'est sur un volume qui est plus bas que d'habitude et que Washington, à peine 23%. Petite deuxième ou grosse troisième option d'équipe, on va dire, ce genre de volume-là. Bref, et pour te lancer, on est vraiment sur une saison compliquée, notamment peut-être parce qu'il y a une question de blessure un peu, mais aussi de fit par rapport au contexte des Suns, qui est lui-même assez compliqué. Je pense que sur les 5 joueurs, c'est celui qui a le plus pâti, oui, de l'environnement en fait qu'il avait autour de lui et du fonctionnement des Suns. Moi, pourquoi je l'ai mis un peu plus bas, et je pense qu'il y a 2 biais. Le premier, c'est le biais de jeunesse par rapport à Banchero, qui fait que peut-être que je surévalue ça et que au fond de ma tête j'ai toujours un petit côté potentiel que forcément Bradley Beal l'a beaucoup moins, voire plus du tout. Ouais. Et l'autre biais, c'est peut-être en fait de savoir le Bradley Beal qu'il était avant et de savoir qu'en fait il n'est plus ce Bradley Beal là, et forcément en fait je le vois comme un j'allais dire un downgrade,
j'ai pas le mot en français, désolé, enfin une baisse, on va dire, Ouais. de son niveau par rapport à ce qu'il était quand il était All-Star, quand il était à Une Washington. version inférieure, on peut dire. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, il y a le côté un peu version inférieure, donc régression. Donc, peut-être que j'étais un peu trop sévère avec lui. Mais en fait, biais de je trouve que déception chez en les... un sens, peut-être, en partie, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que Bradley Beal, pour moi, il a été utilisé quasiment plus enfin, essentiellement en finisseur d'action, finalement. Il a un pourcentage de tirs assistés qui est le plus élevé sur ses 6 ou 7 dernières saisons, il me semble. Je crois qu'il faut remonter aux Wizards de John Wall pour retrouver des pourcentages de tirs assistés plus élevés que ce qu'il avait actuellement chez les Suns. Par contre, ce qui est positif, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il y avait qu'il y avait un peu de connecting. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant d'ailleurs dans le jeu des Suns de manière générale. C'est quelque chose qu'on avait peu vu chez Bill, étant donné que au Wizards, il était un peu l'option numéro 1 et qu'en fait, c'était même pas du connecting qu'on lui demandait, c'était vraiment de l'initiation d'attaque primaire. Et là, dans un rôle de connecteur, créateur secondaire d'attaque, je l'ai trouvé plus qu'intéressant. Et je trouvais que, par exemple, son assist percentage, qui est légèrement en baisse, mais qui reste assez élevé, alors qu'à côté de ça, son usage a drastiquement baissé. Et donc, ça montre que c'est un joueur qui s'est mué un peu dans un rôle de connecteur qui, finalement, lui va plutôt pas mal et a pas mal aidé les Suns. Et je pense que les Suns devraient d'ailleurs s'appuyer là-dessus pour la saison prochaine. Dernier point qui m'a fait pas mal le baisser, c'est sa défense. À Washington, alors les dernières saisons c'était compliqué, mais à Washington, le Bradley Beal Prime, on va dire, c'était un défenseur honnête, je trouve. Maintenant, en fait, ça devient presque un défenseur négatif. Et donc, c'est ça, moi, qui l'a fait pas mal baisser. C'est que je me demande si c'est pas... Bon, il y a Damian Lillard, mais ça, c'est... il est aussi offensivement dans une autre stratosphère. Mais je me demande si, parmi les 4 autres, Bradley Beal, c'est pas le plus mauvais défenseur. Je te trouve un peu sévère pour le coup avec la défense, même si je comprends un peu et en fait la vérité c'est que je trouve que secrètement, peut-être le secret le mieux gardé de NBA, mais ça n'a jamais vraiment été un bon défenseur Bradley Beal, mais je trouve que c'est pas si cata que ça, mais admettons à la limite, juste pour dire aussi, t'as beaucoup utilisé le terme de connecteur. Connecteur, c'est plutôt pas le mec qui va créer l'action, et pas créer le décalage, mais un peu l'amplifier. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on utilise le terme. Je reprécise au cas où il y ait des nouveaux, évidemment. Mais non, effectivement, en fait, on a un peu affaire à un mec qui était devenu quelque chose qui n'était pas à la base. C'est-à-dire que avant, c'était un peu un joueur très polyvalent, comme tu as dit, à côté de John Wall, et ça se voit en termes de pourcentage de paniers assistés, en effet, et qui à Washington était un peu devenu, par la force des choses, en tout cas, c'était pas le cas en début de carrière, un peu ce côté héliocentrique. Moi, j'avoue que le fait qu'il puisse faire une métamorphose un peu dans l'autre sens, tu vois, sans être forcément tout en fin de carrière ou quoi que ce soit, il a 30 ans, je trouve que c'était assez appréciable, cet aspect de je peux quand même avoir une certaine valeur, et sans être le mec qui était carrément héliocentrique, même parfois un peu exagéré, et parfois à tort, parce qu'il a pas toujours été exemplaire là-dedans, mais pour le coup, j'ai bien aimé ce côté, je peux avoir de la valeur, je peux avoir un certain impact en retrouvant un peu plus cet aspect et ce profil de mec assez équilibré, quoi. Tu vois, tu parlais du pourcentage de paniers assistés, on est à 56%, c'est pas mal, quoi. On n'est pas au niveau de certaines stars ou certains All-Stars à l'NBA qui vont être à 30, 40, 45% maximum. Là, 56, ouais, ça atteste de ça. Et c'est aussi une des forces que j'aime bien, en fait. C'est cette polyvalence un peu entre les deux. Là où, si tu compares avec le côté, création pure d'un Devin Booker, il a pas ça du tout. Si tu compares avec le jeu off-ball et la menace off-ball d'un Durant, il a pas ça non plus. Mais je trouve que cette saison, ça a été plutôt un bon mix entre les deux, avec évidemment un volume plus faible que d'habitude. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte quand on va le classer. Le fait que, il a aussi moins de responsabilités, donc peut-être moins de valeur. Mais tu vois, au final, on a affaire à quelqu'un qui est assez efficace, dans un style de jeu très polyvalent, s'il y a quelqu'un à pointer du doigt au Suns, je trouve pas que c'est lui qui a fait la pire saison dans le lot, quoi, au final. Mais peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Si, non, mais pour le coup, et c'est vrai que ça en dit long sur sa mentalité, si on peut dire ça comme ça, positivement parlant, je veux dire, le fait qu'il ait accepté de passer de go-to guy aux Wizards à finalement
quatrième joueur en fait, troisième joueur offensif, on va dire, des Suns. Moi, l'autre point que j'avais noté, qui est positif sur Bradley Beal, c'est que certes, il est dans un rôle beaucoup plus de finisseur, vraiment moins créateur, mais par contre, c'est un finisseur qui est très efficace, enfin qui est plutôt efficace, parce que comme tu l'as dit, 105, il me semble, de true shooting plus, 105 ou 106, ouais, et très bon finisseur au cercle. Je crois qu'il est à 70% dans la finition au cercle, ce qui est très bon. Et sur un volume qui est plutôt correct de 4,4 tirs par match. Donc, t'as quand même in fine, avec Bradley Beal, t'as quand même un joueur qui peut faire un peu de connecting, voire éventuellement de la création secondaire. Et t'as un joueur qui, en plus, dans la finition, j'ai pas les chiffres de sa réussite à 3 points sur la saison, mais en tout cas, dans la finition, il est plutôt très bon. J'ai pas les chiffres à 3 points là en tête. 43%, ce qui explique à quel point il a des bonnes stats d'efficacité au général, parce qu'il a 43% cette année. Voilà, c'est pas ses standards habituels. C'est plutôt un mec qui était... Alors, dans sa période un peu plus gros volume et héliocentrique, on était autour de la moyenne, pas beaucoup plus, tu vois, autour de 35%, 36%, parfois 37%. Par contre, on retrouve un peu ses standards un peu d'avant, c'est-à-dire tout début de carrière, quand il était un peu ce joueur polyvalent, qui était autour des 40%. Et je pense que ça joue beaucoup, tu vois, parce que tu t'as parlé du pourcentage de paniers assistés au général, mais si on se concentre sur les 3 points, en fait, on retrouve un mec qui était, tu vois, en début de carrière, il était à 95% de paniers assistés à 3 points. Là, on retrouve à 87%. Donc on retrouve un peu ces zones-là, alors qu'entre-temps, quand il a pris des responsabilités, il y avait plus de pull-up, etc. Et donc ouais, le 3 points, effectivement, est un peu en surchauffe, peut-être, on va dire, mais c'est pas que de la pure surchauffe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a aussi un aspect il a un rôle plus sobre, et donc plus de catch and shoot et moins de pull-up, donc ça participe aussi à ce on retrouve un peu un Bradley Beal qui a une bonne efficacité à 3 points, et donc cette efficacité au général qui est intéressante, mais... Non, mais au final, j'allais dire, pour moi, c'est quand même, vu qu'on est là pour évaluer sur la saison passée, peut-être que c'est une surchauffe, mais au final, on devrait le récompenser quand même pour ça, parce que finalement, c'est un joueur qui a 70% de réussite au cercle et 43% de réussite à 3 points. Bah, finalement, le joueur, il a des pourcentages de réussite qui sont bons, voire très très bons, dans 2 des tirs les plus rentables du basket, en fait. Exactement, c'est un peu l'aspect où on évalue la performance, donc si t'es en surchauffe, tant mieux pour toi. C'est peut-être pas ton vrai niveau, mais vu qu'on évalue ça et pas l'absolu, ouais, effectivement, on peut le prendre en compte, quoi. Et à l'inverse, un mec qui est sous-utilisé, en sous-chauffe, tant pis, tu vaux peut-être mieux que ça, mais bon, c'est le côté où on évalue pas la théorie, on évalue vraiment qu'est-ce qu'il a produit pour de vrai. Et tu vois, tu parlais aussi du panier, j'ai les stats de drive aussi, il est parmi les gros drivers, il est 21e sur 57 gros drivers. Donc ça fait quoi ? Ça fait autour du 60e centile, 63e centile. On est au-dessus de la moyenne, quoi, grosso modo. Donc en fait, le truc, j'ai l'impression qu'avec Bradley Beal, c'est pas tant son niveau de jeu, j'ai l'impression qu'il y a un peu un jugement et qu'il cristallise un peu les problèmes des Suns, parce que je trouve que ce qu'on a sur le terrain, c'est très sympa. Le problème, c'est que est-ce que tu as besoin de payer 50 millions pour ça, premièrement, et que deuxièmement, le fait que tu payes 50 millions pour ça, pour un mec qui dans ce qu'il produit, c'est bien, mais qu'il est tellement payé, en fait, ça bloque tout le reste. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté entre, je dirais pas une disproportion, mais il y a ce que le joueur produit pour de vrai sur le terrain et son niveau de jeu et tout ce qu'on peut dire, ok. De l'autre côté, il cristallise aussi tout ce qu'on n'aime pas trop avec cette équipe des Suns, c'est-à-dire pourquoi vous êtes allé chercher une 3e star en plus pour pas la faire jouer comme une star, ça bloque toute la construction d'équipe, etc., etc. C'est vrai qu'en plus défensivement il est pas top, c'est un profil qui est polyvalent, je trouve, mais qui va pas régler les problèmes de playmaking. Par exemple, tu vois, si on était allé chercher, je sais pas moi, un meneur star à la place, peut-être qu'on aurait vu ça différemment, mais c'était encore un scoreur polyvalent et pas une vraie solution de main ou de quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une différence de vision, parce que le contexte des Suns, qui est aussi un peu à cause de lui, on t'a choisi toi, t'es payé, etc. Enfin, moi je vais pas refaire le refrain, mais entre la vision et finalement le joueur qu'on a, qui est, ma foi, un joueur fort sympathique, sauf, modulo, le côté faible volume et plus faible que d'habitude, quoi. Oui, je pense que ce qui baisse un peu sa valeur aux yeux des gens, c'est le contrat et le fait que il est quand même injury prone depuis pas mal de saisons. J'ai pas sous les yeux le nombre de matchs qu'il a joué sur les 3-4 dernières saisons, mais je suis pas sûr qu'il ait fait une saison à plus de 80%. La dernière, c'était 2021, ouais. Donc c'était il y a 3 ans déjà. Ouais, donc oui, non, je pense que blessure plus
contrats font que, en fait, c'est un joueur, comme tu l'as dit, c'est un bon role player, mais qui est payé comme une superstar. En fait. C'est ça, exactement. Et c'est tout le problème. C'est que du coup, oui, c'est un peu de sa faute et c'est pas bien, mais en même temps, si on évalue juste la perf, elle est pas si mal que ça, quoi, au final, mais ok. Est-ce qu'on c'est pour ça que je disais que je l'ai peut-être un peu trop baissé pour le biais de déception parce que c'est Bradley Beal. Ouais. Et tu vois, la même stat pour Michael Johnson, tu vois. Ouais. Le fameux milieu de terrain de Manchester City, tu l'as connu ce Michael Johnson ou pas? C'est ça. Tu vois, lui, peut-être que c'est ce gars-là qui fait la même saison, peut-être que je l'ai un peu plus haut parce que je me dis, pour un role player, c'est pas mal. Je me rends compte que tu penses que j'ai fait une blague, mais il y avait vraiment Michael Johnson à City à l'époque, fin année 2000, qui était un jeune espoir du foot anglais. Mais Ok, bref, restons sur Bradley Beal. Non, t'as pas connu cette époque. Non. C'est pas grave, restons sur Bradley Beal. Non, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du profil. Scoring très polyvalent, du passing. Tu vois, même le passing, le côté création, c'est pas mal. C'est juste que c'est pas le gros passeur qu'il aurait fallu, en fait. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est un mec qui peut un peu tout faire, un peu driving kick, un peu pick and roll, mais en fait c'est un peu comme Booker aussi, quoi. Donc c'est bon, il y a un peu redondance peut-être de ce côté-là. Et puis la défense, comme tu dis, qui oscille parfois autour de la valeur neutre, on va dire, pour être gentil. Donc parfois un peu bien, parfois un peu nul. On est d'accord. Mais alors avec tout ça, où est-ce qu'on le projette dans ce fameux classement? Alors attends, je me remets le classement sous les yeux. Du coup, j'essaye d'enlever le côté contrat de la tête. Est-ce que... Si je te fais un duel par rapport à Derrick White, par exemple. Tu vois, typiquement, si c'est pour avoir la même chose, je préfère avoir Derrick White parce qu'au moins, t'as la défense qui est quasi élite, en fait, de l'autre côté du terrain. Je pense aussi que Derrick White a un point à pas dépasser cette année. Je pense. Tu vois, à la limite, je l'aurais mis autour de la 30e place, mais en fait... ouais. En fait, il y a des joueurs où je le vois au-dessus et d'autres où je le vois en dessous. Ouais, forcément. C'est quoi un peu tes points de repère là, par rapport à Bill, du coup? Tu vois, je me dis Franz Wagner, mais Franz Wagner, il y a le côté création par rapport à la taille et la polyvalence défensive où je me dis le profil t'apporte quand même moins de compromis. Mais je me dis, est-ce qu'il est pas plus utile qu'un Aaron Gordon, tu vois? Est-ce qu'il serait pas entre Franz Wagner et Aaron Gordon? Ouais, alors après, c'est vrai que Franz Wagner, il y a ce truc de... En fait, tu vois, le volume de Wagner, c'est... Après, il fait pas une bonne saison. Non, mais en plus, Wagner n'a pas un volume qui est beaucoup plus grand que ça, paradoxalement, tu vois. Je crois qu'en usage, on est autour, pareil, 23-24. Et c'est une frustration, c'est qu'on aimerait que ce soit plus pour Wagner aussi. Mais oui, alors il y a la défense en plus, mais pas trop l'efficacité chez Wagner cette année, parce que le pull-up et le jump shot étaient un peu en panne. Donc ouais, non, mais ça me va de le mettre par là, un peu de le coller, parce que ce que Bradley Beal n'a peut-être pas en défense, il l'a en efficacité. Ça me va. Et tu vois, je crois que l'an dernier, entre guillemets, la vraie version de Bradley Beal, qui était un peu plus gros volume, etc., on était 15 places plus haut, quoi. On était dans la zone des créateurs secondaires, là, avec des DeRozan, avec des mecs comme ça. Mais là, c'est vrai que, en fait, non, si tu as un volume qui est de 3e option, de facto, tu peux pas produire plus que ça en termes de valeur, je trouve. Donc, ouais, ça me va de le mettre. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le mettre en cran en dessous de Wagner, alors? Ouais, je le descendrais pas en dessous de Barnes, voire ou de Gordon. Aaron Gordon serait vraiment ma limite, parce qu'Aaron Gordon, pour le coup, c'est vraiment juste un finisseur. Ouais. Je trouve, là où Bill, t'as quand même le côté un peu connecting qui est plutôt intéressant. Donc, Écoute, on peut faire ça. On a Franz Wagner, Sengun, on met Bradley Beal à ce moment-là, juste après, ouais, et c'est au-dessus de Scottie Barnes, Aaron Gordon. Ça peut le faire. Tu vois, on retrouve pareil, hein, un peu en dessous, on a un Michael Porter Jr. qui lui aussi est un bon attaquant à volume modéré, ça veut pas top en défense, enfin, tout est relatif, mais non, ça me va. Ok, mais faisons ça. Faisons ça, très bien. Et donc, petit quiz pour finir. Est-ce que tu avais oublié ça? Est-ce que tu avais oublié les quiz à la fin? En plus, je me suis dit, il faut que je m'y prépare et j'ai complètement zappé. Non, tu peux pas te préparer. Tu peux pas te préparer. Nous sommes le 10 novembre 2023. On essaie de se remémorer, les bonnes actions de la saison. Et en fait, c'est un poster dunk sur LeBron James. Alors, poster à moitié parce que en fait, LeBron à la fin, hop, il s'écarte parce que non, j'ai pas envie d'être sur la photo. Mais donc, c'est un poster dunk de Bradley Beal sur LeBron James qui s'efface, on va dire, le 10 novembre 2023. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain à ce moment-là? Allez, LeBron.
Bien joué. Bradley Beal aussi. Ouais, Bradley Beal du coup. KD. KD sur le terrain, oui, tout à fait. Ouais, Booker. Booker n'est pas sur le terrain, non. Nurkic. Nurkic, ouais. Ce n'est pas Booker, mais si je te dis coup de pied. Coup de pied. Si je te dis ciblé par Tatum et par les Celtics en 2022, encore et encore et encore. Grayson Allen. Exactement, Grayson Allen. Et le dernier, alors là, il est compliqué. Le dernier, c'était un ailier de la draft 2018, mais alors toi, tu suivais pas à l'époque, tu m'as dit. Il a un nom composé, un grand poste 4. J'avais Watanabe, mais du coup, non. Non, un poste 4 qui a des très longs bras, mais pas très athlétique. Passé par les Wolves, passé par Denver, passé par Phoenix en début de saison, il a fini à Brooklyn. Si je te dis KBD, ça te dit un truc ou pas? Keita Bed-Diop. Exactement, Keita Bed-Diop, tout à fait. Et donc côté Lakers? Côté Lakers, donc on a dit LeBron, AD. AD, ouais. D'Angelo Russell. Oui, tout à fait. Austin Reeves. Austin Reeves, non. Nous avons le rival de Michael Jackson, qui c'était le rival de Michael Jackson pour être le roi de la pop. Wow. Prince. Wow. Exactement, Taurean Prince, tout à fait. Ok. Et le dernier, c'est celui qui va faire gagner le trade Doncic-Trae Young pour Atlanta. Cam Reddish. Exactement, Cam Reddish. Attention, il n'est pas perdu ce trade. Oui, bref. Ça. On peut aller sur Miles Turner si tu veux bien. Miles Turner, notre deuxième joueur du jour. On est à 27 minutes par match, en moyenne 77 matchs, 108 de true shooting plus sur un usage de 23%. Donc un plutôt bon volume, mais tu vois là encore au niveau du minutage, on est presque à la limite. Hein. On est sur un titulaire, mais bref. Mais pour te lancer, en fait, on est sur une bonne saison d'un pivot qui est dans une bonne équipe et malgré les rumeurs de trade chaque année, il a fait une bonne saison, je trouve. Oui, de toute façon, alors moi, Turner, je pouvais pas le mettre plus bas que troisième pour ne serait-ce que la valeur structurelle du profil, en fait. Le fait d'avoir un joueur qui peut protéger le cercle, alors on va le voir après, il n'est pas élite là-dedans, mais il peut le faire, et qui en plus a le shoot avec la taille, donc en fait, ça t'apporte un profil tellement important pour une équipe que déjà rien que par ce profil, pour moi, il a de la valeur. Et en plus, à côté de ça, il a un usage qui est de quasiment 21%, donc ce qui est pas énorme, mais voilà, il a quand même un peu d'importance dans le jeu des Pacers. Il est évidemment utilisé essentiellement en tant que finisseur, notamment en tant que de floor spacer, donc pour créer du spacing sur le terrain, notamment avec son shoot à 3 points. Mais il le fait plutôt bien parce que du coup, tu l'as dit, 108 de true shooting plus, il va aussi beaucoup plus sur la ligne, il a 143 de free throw rate plus, et c'est un joueur qui a des bons pourcentages globalement au lancer franc, donc c'est toujours bon à prendre d'avoir un intérieur qui, si il provoque des fautes, arrive à mettre ses lancers francs. Par exemple, il y a certains intérieurs, quand ils provoquent des fautes, Rudy Gobert, il provoque une faute, pour la défense, c'est limite quelque chose de gagné en fait. Enfin, c'est limite une action de gagner. Donc oui, il y a vraiment de l'efficacité sur. C'est un joueur qui finit, mais qui finit avec une grosse efficacité. Évidemment, il y a zéro création pour les autres, mais ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà. C'est peut-être le petit côté négatif que je trouve sur ce genre de joueur, c'est que t'as pas le passing connecting qu'on aime avoir chez des grands. Enfin, encore plus en 2024. Mais d'un autre côté, si Turner était le Turner qu'il est là, avec un peu de passing connecting, on va dire un peu, enfin, ne serait-ce que le passing où tu peux l'utiliser en hub offensif, un peu à la Nurkic par exemple, en fait, on parlerait pas d'un role player. Ouais, c'est un top 20 NBA et c'est Chet Holmgren, quoi, grosso modo. C'est ça. Et je finirais sur la protection de cercle où je trouve qu'elle est quand même plus que correcte. Il a 3,4% de block percentage, ce qui le met dans le 91e percentile, donc ça c'est même excellent. Et j'ai cherché un peu, les adversaires quand ils shootent ont une baisse de 1,4% sur leur tir près du cercle quand Turner est sur le terrain.
Alors c'est pas élite, il est 67e percentile. Et d'ailleurs, on est très loin des moins 4%, moins 5% qu'il infligeait il y a encore 2-3 ans. Mais ça a le mérite d'être positif et je trouve que voilà, c'est pas sa meilleure saison défensivement, mais je trouve que voilà, encore une fois, la valeur qu'il t'apporte, sachant qu'avoir cette taille-là plus un rim protecteur convenable et ce shoot, forcément, ça t'apporte beaucoup de valeur et je trouve que sa saison est plus que bonne dans une équipe des Pacers qui a bien tourné offensivement. Alors juste par rapport aux chiffres, est-ce que tu n'aurais pas pris les chiffres de on-off de Cleaning the Glass pour le panier? Parce que tu vois les chiffres individualisés de quand il est autour du panier à moins de 6 pieds, moi je l'ai encore à moins 4,7 de perte d'efficacité infligée au panier, quoi, tu vois. Donc on est un peu dans ces standards habituels. Mais tu as peut-être dû prendre le on-off de quand il est sur le terrain, mais donc il n'est pas tout le temps proche du panier. Alors que là, c'est possible. Quand on prend la stat de quand il est autour du panier précisément et pas juste sur le terrain, il est encore autour des moins 5, mais ce qui est pas mal, hein, et tu vois, sur les gros volumes, j'avais noté, sur les gros volumes de tirs défendus autour du panier cette année, il est autour de, il est quoi, il est 27, 28, cette zone-là. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu le truc avec Turner, c'est la valeur, elle est plus structurelle que défense d'élite, en fait. C'est plutôt l'attrait et la possibilité que t'offre le fait d'avoir un mec qui est pas élite, mais qui est pas mal, vraiment pas mal en défense, et qui de l'autre côté shoot. Et ça, c'est le fait d'avoir un seul homme, ces deux éléments à la fois, c'est quand même génial, parce que c'est pas juste, j'ai un shooter, mais de l'autre côté, je prends des points en défense parce que c'est une passoire, ou alors l'inverse, je mets un bon défenseur, mais je peux pas aérer l'attaque, quoi, de l'autre côté. Donc il y a vraiment cette valeur structurelle de comment est-ce que tu es capable d'organiser l'attaque et tes schémas tactiques, offensifs et défensifs. Mais voilà, pour moi, c'est plus ça, cette dualité, que le fait qu'il soit élite dans un côté ou l'autre, parce que c'est un bon pivot de protection de panier, c'est pas mal, mais ça n'a jamais été la folie, je pense que ça le sera jamais. Moi, j'utilise souvent un peu ce truc c'est un playmaker au panier plus qu'un intimidateur. Tu sais, là où tu as des Gobert, des Wembanyama, ou les mecs d'élite, Brook Lopez parfois, où tu as un aspect même d'intimidation. Lui, il a pas trop ça, mais il a quand même la taille, l'envergure, la mobilité pour faire des bonnes actions au panier. Donc on a cet attrait-là. Et puis de l'autre côté, ouais, le tir qui est quand même pas mal. Alors, cette année, il a quoi? Il a 35-36% à 3 points. C'est pas non plus une grande saison. Et là encore, tu vois, je disais, il est pas élite en protection de panier. Il est pas non plus élite aux 3 points. Hein. C'est pas un Karl Anthony Towns, c'est pas un Porzingis, c'est pas un mec comme ça qui va taper des saisons à 40%. Il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, en carrière, il est à 35. Donc, en carrière, il est pile au niveau moyen de NBA sur des volumes qui sont pas mal, mais pas non plus gigantesques. Mais c'est vraiment cet attrait, comme tu disais, le truc structurel du mec qui peut toucher aux deux, quoi, qui peut en même temps faire les deux à la fois. Et ce qui, je peux te lancer aussi, d'ailleurs je crois qu'on en avait parlé ensemble, mais c'est bien pour l'attaque des Pacers qui mise sur le rythme, sur la vitesse, sur la contre-attaque, mais aussi sur l'espace. Et donc avoir ton pivot qui peut shooter, c'est déjà un truc assez important en fait. Totalement, surtout que les Pacers jouent beaucoup avec du McConnell, avec du Nembhard, qui eux ne sont pas forcément pour l'instant respectés à 3 points. C'est d'autant plus important, ça reste quand même des arrières qui aiment driver, Haliburton aussi, ou du moins qui aiment prendre leur petit mi-distance. Pour être à l'aise dans ce genre de shoot, il faut avoir des joueurs autour qui écartent le terrain, et c'est d'où l'importance d'avoir des Nesmith ou des Miles Turner à leur côté. Mais oui, de toute façon, Turner, c'est, comme tu l'as dit, c'est pas un défenseur élite. C'est pas un shooter élite, mais le fait qu'il puisse faire un peu des deux, le rend super valuable en fait sur un terrain, contrairement à par exemple tu prends Vucevic, il y a le passing aussi, mais par exemple si t'as un Vucevic sans la passe, ok, t'as un bon shooter, il peut écarter le terrain, mais t'as pas la défense. Et si tu prends un bon défenseur, comme tu disais, t'as pas forcément le shoot, donc le fait d'avoir les deux, même si il est élite dans aucun des deux, ça t'apporte forcément de la valeur pour ton équipe et pour la construction de ton roster. Bon, c'est marrant, t'as dit avec Vucevic, c'est pas la défense, mais en vérité, t'as pas le shoot non plus. Mais ceci est un débat pour un autre jour. Vucevic, on n'a pas le temps. Mais non, mais t'as parlé aussi d'un élément que j'aime bien, c'est l'aspect où il y a le 3 points, mais il peut aussi un peu finir à l'intérieur. Avec, tu vois, c'est une notion de verticalité de par ses centimètres. Il n'est pas ultra explosif non plus, mais il est quand même assez vif, assez mobile pour sa taille. Et puis c'est une belle menace verticale. Et donc,
c'est pas non plus tu vois le grand qui reste dans le périmètre et qui fait que ça quoi. Et on a un peu cet aspect de quand même de finition intérieure qui vient complémenter un peu ce 3 points. D'ailleurs t'as parlé du taux de lancer franc qui est au-dessus de la moyenne, hein. Je crois que t'as dit le fameux free throw rate plus, donc plus et les stats en plus c'est relatif à la moyenne. 143 ça veut juste dire qu'il est 43% au-dessus du score moyen de NBA. Voilà, c'est tous les grands shooters ne sont pas avec des tels scores de lancer franc finalement. Donc ça c'est quand même pas mal. Surtout quand t'as ce rôle de finisseur, ouais. Exactement. Et bon, de l'autre côté, on l'a dit aussi, il n'y a pas forcément de la création offensive pour lui-même ou pour les autres. C'est un rôle assez sobre, mais qui a une certaine valeur. À défaut d'être élite dans quoi que ce soit, ça a quand même une certaine valeur, je trouve. Et donc à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis, mais sinon, on peut faire la transition tranquillement vers le classement. Où est-ce qu'on imaginerait notre ami Miles Turner alors ? Parce que c'est vrai que moi c'est ce qui m'a fait le mettre d'ailleurs au-dessus de Bradley Beal, c'était le côté valeur structurelle justement. Ouais. L'importance de la valeur structurelle. Par contre, c'est vrai qu'en en rediscutant, et on en rediscutera aussi quand on reviendra sur Banchero, ça me va de le mettre derrière Beal sur le classement général. Pas forcément, hein, n'hésite pas à dire ta vraie position. Hein. Bah non, mais parce que en fait, justement, je regarde les joueurs qu'il y a et je me dis, tu vois, par exemple, un KCP t'apporte aussi le 3 points et la défense. Alors, c'est pas la même défense, c'est pas du tout le même profil, hein, mais pour le coup, si on réfléchit vraiment de manière binaire avec 3 points défense, KCP t'apporte le 3 points défense, donc je me dirais, est-ce que Turner serait pas derrière après? C'est quand même la défense intérieure, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça. Alors que je vais pas dire que des KCP t'en trouves à tous les coins de rue, mais des Turner t'en trouves quand même beaucoup moins, parce qu'un grand qui peut protéger le cercle et shooter à 3 points, c'est quand même beaucoup plus rare. Et en fait, c'est peut-être ça que je veux valoriser, c'est la rareté du profil. Je suis d'accord. Ouais, je le mettrais quand même pas bien loin. On peut le coller, hein. On peut le coller à Bradley Beal d'ailleurs. Ouais, j'allais dire entre 31, autour de Gordon, Caruso. Gordon, ça me va, hein, de le mettre à côté de Gordon, parce que c'est pas exactement le même métier, mais en termes de valeur, je pense que c'est relativement équivalent. Alors, pas le même métier, mais ça me va de le coller à Gordon, de le mettre à Gordon, qui serait donc 2 places derrière Bradley Beal, hein, pour le coup. Mais j'avais aussi un point de repère, alors si on oublie Bradley Beal et notre classement du jour, mais le point de repère que j'avais, c'était un peu Jarrett Allen Hartenstein, qui était un point à pas dépasser et à pas coller. Parce que, tu vois, eux n'ont pas le shoot, mais je les trouve quand même beaucoup plus impactants en défense, notamment Jarrett Allen et puis même Hartenstein, t'as la passe et tout. Exactement, Hartenstein, t'as d'autres trucs à la place. Donc pour moi, mon point de repère, c'était dans le sens, il faut pas qu'ils soient avec eux, il faut qu'ils soient un peu plus bas, je trouve. Et de l'autre côté, je voyais Aaron Gordon, je me dis, ça peut correspondre, pas aller forcément beaucoup plus bas que ça. Donc ouais, entre ça et on a aussi Alex Caruso qui est juste ici, qui est un 3&D d'élite, mais est-ce que finalement, vu l'impact et vu l'importance de la défense intérieure pour un pivot et d'un pivot qui s'est shooté, quelles sont les répercussions tactiques sur le jeu qu'on a développé? Je pense que on peut mettre un Miles Turner au-dessus de Caruso, je pense. Donc entre Gordon et Caruso, si ça te va. Ouais, ça me va parfait. Ouais. C'est ce qui montre bien ce côté valeur de un pivot qui shoot et un pivot qui défend pas mal, mais surtout le pivot qui shoot, parce que je pense que dans son métier, Caruso est élite alors que Turner est juste moyen bon. Mais quand tu pondères par rapport au reste à l'ensemble du jeu, tu vois, je pense qu'il vaut mieux avoir un mec moyen bon, mais qui a un pivot qui shoot et qui défend, plutôt que peut-être un 3&D d'élite. Mais alors peut-être tout le monde sera pas d'accord, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu l'illustration de cette valeur du pivot, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment le côté valeur structurelle en fait qui t'apporte la rareté du profil. C'est d'ailleurs, petite parenthèse scouting entre guillemets, c'est pour ça que j'avais Evan Mobley par exemple très haut lors de sa draft. C'est le côté la rareté du profil en fait pour moi l'emporte sur des profils qui sont peut-être plus élites dans ce qu'ils font mais beaucoup moins rares en fait. Quel rapport avec le shoot, Evan Mobley? Je comprends pas. Alors non, il n'y a pas de rapport avec le shoot, mais c'est parce qu'il y avait le duel Mobley-Jalen Green. Non, je te charrie. Mais surtout qu'en plus, à la base, il avait un peu plus de shoot que ça. Hein. Mobley, c'est un peu regrettable. Il est un peu perdu. Mais là encore, on n'a pas le temps pour ça. Ouais. Petit quiz pour finir. Nous sommes le 22 mars 2024. Et c'est un bloc sur une tentative de dunk de Jonathan Kuminga. Donc une action assez marquante et assez spectaculaire. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Un bloc sur une tentative de dunk de Kuminga. Donc on est contre Golden State. Tu auras compris qui est sur le terrain. Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? Et puis en mars, ça devait jouer sérieux en plus. Ouais. Du coup, il y a Stephen Curry. Stephen Curry est sur le terrain, oui. Il y a Draymond Green. Draymond Green, en effet. Ah, ouais.
Ah ouais, ils ont fait une raquette Kuminga Green. Du coup, il y a Klay Thompson. Ah, Klay Thompson était peut-être sur le banc. Pas sur le terrain, en effet. Ouais, Wiggins, du coup. Exactement, Drew Wiggins, c'est là. Et donc, probablement, s'ils ont fait une raquette Kuminga Green, ils ont un garde. Podziemski, je suppose. Exactement. Podziemski est sur le terrain, tout à fait. Et côté Indiana? On va faire du classique. Haliburton. Oui. Nesmith. Oui. En mars, donc il y a Siakam. Oui. TJ McConnell. Non. Il y a Aaron Nesmith et il y a un autre AN. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale. Andrew Nembhard. Exactement. C'était pas McConnell, c'était l'autre. Tout à fait. C'est Andrew Nembhard qui est aussi sur le terrain. On peut avancer vers notre troisième, non, c'est ça ? Oui, troisième joueur du jour. Je commence à me perdre déjà. Troisième joueur du jour, on peut aller sur Josh Hart si tu veux bien. Josh Hart, 33 minutes par match sur la régulière, mais 48 en playoff. 81 matchs cette saison pour les Knicks. 90 de true shooting plus, donc efficacité relative à la moyenne de moins 10%. 90 pour les à 100. C'est pas très bon, on va en reparler. Sur un usage en plus, volume d'utilisation très, très modeste, à peine 13% bien entendu. Et voilà, pour te lancer, on est vraiment sur la Rolls-Royce des connecteurs et une top saison d'un role-player dans son rôle. C'est ça. Et c'est pour ça que de toute façon, moi, dans mon classement du jour, il était 5e. C'est que tu as un très bon connecteur. Tu as 1,14 de ratio de playmaking, ce qui le met dans le 96e percentile, donc c'est vraiment très bon. Défense élite, mais ça c'est pas nouveau chez lui. Enfin, t'as la switchabilité, je crois pas que ça se dise, mais ça se dit. Pas chez nous, mais ça se dit. T'as la défense sur l'homme, t'as navigation d'écran, défense off ball qui est excellente. Il est très bon pour faire des close-out. C'est aussi un excellent rebondeur pour son poste et sa taille. Donc non, t'as un très bon défenseur, très bon connecteur. Le problème c'est offensivement, en dehors du connecting, sur le côté scoring shoot, il y a rien en fait. Enfin, tu l'as dit, true shooting plus, il est de 90, donc il est vraiment pas bon. J'avais noté qu'il prend pas mal de ses tirs près du cercle. Et 38% de ses tirs sont pris près du cercle, donc c'est ok, mais il a seulement 64% de réussite, ce qui est beaucoup moins bon. 31% à 3 points, donc non, le côté scoring, shooting, enfin t'as pas d'efficacité au scoring, et ça le limite beaucoup sur son... Il arrive toujours à se débrouiller, à être utile offensivement, parce qu'il y a le côté connecting qui prend une grosse part de son jeu, mais fatalement, je pense que ça s'est pas trop vu à la fin de la saison des Knicks, parce que Randle était blessé, mais quand t'as Randle plus Hart, t'as vraiment un problème de spacing qui peut être justement très problématique pour des drives de Brunson ou autre. Et quand t'as Randle plus Hart plus Robinson, qu'est-ce qui se passe alors ? Ça devient très compliqué. Il se passe que Brunson prend des pull-ups à mi-distance. En effet, c'est un peu le problème, c'est un peu le scoring, et même plus que le scoring, parce que qu'il fasse pas des drives ou des pick and roll, c'est pas grave. C'est un peu le shoot, et en fait, on continue vraiment les montagnes russes dans la carrière de Josh Hart en termes de shoot. On n'a toujours pas compris, d'ailleurs lui non plus ne sait toujours pas si c'est un bon shooter ou pas, parce qu'en fait on alterne entre les saisons. Je crois que l'an dernier il fait 40% ou une méga surchauffe, même 50, un truc comme ça, sur un échantillon qui était très faible, mais il alterne en fait entre les saisons où il fait grosse surchauffe et puis plus rien. Voilà, 51% l'an dernier sur la période de Knicks, 30% avant sur le début de saison. La saison encore avant, c'est une période à 32, une période à 33, 34% avant, enfin bref, ça s'arrête pas d'alterner. Et là, au tir, on est à 31%. Donc on est de nouveau encore sur un shooter qui est en dessous de la moyenne, et largement. Donc c'est peut-être un peu ce qui manque pour que ce soit un peu le truc parfait, en fait, j'ai l'impression. Mais parce que voilà, du coup, c'est pour ça que je dis moins 10% d'efficacité relative à la moyenne chez lui, c'est quand même énorme.
Après, là où c'est moins grave, c'est que c'est sur un tout petit volume et que de toute façon, enfin voilà, c'est pas, on va en parler avec Banchero, mais quand t'es un scoreur et que t'es inefficace, c'est un peu grave parce que bah, tu multiplies le nombre de fois où tu n'étais pas efficace, donc tu perds beaucoup de points en termes de valeur. Josh Hart, c'est quand même moins problématique quand t'es pas un scoreur. Et surtout que c'est pas le but de son jeu en fait. C'est pas le son jeu, c'est pas ça, c'est pas du tout le scoring, c'est un peu tout le reste. Et tu sais, c'est un peu marrant parce que il y a des joueurs dont le jeu ne correspond pas du tout à leur profil, à leur archétype physique en fait. Il joue pas du tout comme son physique semblerait le montrer parce que en termes de taille, il est quand même assez petit, tu vois, il fait quoi 6'4, 6'5, un truc comme ça, donc une taille d'arrière quoi, grosso modo, plutôt bonne envergure de bras, mais en fait, c'est pas du tout un extérieur classique quoi, c'est pas du tout un porteur de balle, c'est pas du tout il joue un peu comme un intérieur mais avec sa taille de 6'4. Et donc, c'est du connecting, c'est du rebond, c'est rebond offensif, c'est des cuts, c'est parfois un peu de post-up, c'est de la transition aussi. Ça, c'est un domaine où il est élite. C'est la transition et mener la contre-attaque. Donc, ça, c'est cool. Mais en fait, on a un mec qui, en fait, n'a pas du tout le jeu de son archétype physique en un sens, quoi. Ouais, dans ma tête, ça a toujours été un arrière. Et j'ai toujours été épaté à quel point c'est un gros rebondeur. Enfin, c'est vraiment un Ouais, très fort rebondeur pour sa taille, en fait. Ouais. Je pense, le rebond, c'est vraiment le truc qui m'a le plus étonné. Après, oui, offensivement, effectivement, il joue plus comme un intérieur. Mais ouais, défensivement, j'ai toujours été surpris par sa capacité à prendre des rebonds. Ouais. Bah ouais, c'est vraiment c'est un intérieur de 6-4 quoi, un intérieur de 6-4. Alors il y a pas mal de voilà le côté fluidifier le jeu, le côté QI basket, là aussi la valeur de il a un tout petit volume et en fait il a pas besoin d'avoir la balle pour apporter de la valeur. Donc ça c'est bien aussi mine de rien. C'est quand même très très beaucoup d'importance. Et après je serais curieux de comment est-ce que tu le juges toi défensivement. À quel point tu le trouves bon ou pas bon justement. Défensivement, je trouve très bon. Je trouve très bon dans sa capacité, comme on l'a dit, vu que c'est un peu un garde qui joue comme un intérieur, je trouve qu'il a ce côté-là aussi défensivement où il peut défendre plusieurs postes, il est capable de défendre des joueurs plus grands que lui. Alors évidemment, on va pas le mettre sur un Joel Embiid, mais il est capable de défendre des ailiers, et je le trouve très bon dans la navigation d'écran. Je le classerai pas dans les meilleurs de la NBA, mais je le trouve plutôt bon dans la navigation d'écran. Et comme dit, excellent rebondeur, donc ça fait partie aussi de la défense. Je le trouve aussi bon sur ses close-out. Je trouve que quand il fait des close-out, il les fait de manière assez rapide. Et ça, c'est assez important, je trouve, quand tu es dans de la défense off-ball, notamment, et que tu viens sur des aides. Donc, non, moi, défensivement, je sais pas si je le classerais dans les tout meilleurs, mais il est quand même très haut. C'est ça, je pense que au niveau de la défense purement on-ball sur le ballon, il peut défendre pas mal de postes, mais je trouve pas que ça soit un mec génialissime, quoi. Tu vois, pour moi, c'est plus un 7 sur 10 face à l'homme, face à des arrières, face à des ailiers, que un vrai 10 sur 10 ou un 9 sur 10, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire à peu près, mais c'est pas Caruso, c'est pas Jalen Suggs, c'est pas. Sur le ballon, c'est même pas trop ça sa valeur. La valeur, c'est juste qu'il peut couvrir plein de postes, donc ça, c'est bien, comme tu dis, aussi des plus gros. Mais je trouve que le sel de son jeu, c'est aussi tout ce qui se passe off-ball, en fait. Et ce côté, en attaque comme en défense, finalement, il joue comme un intérieur, pardon. Et donc, il y a tout ce côté intelligence de jeu, il est rebond aussi. Tu vois, on n'a pas trop parlé, mais comment dire, on a une équipe des Knicks qui se repose quand même beaucoup, et même énormément sur ce jeu des possessions, donc avoir beaucoup de rebonds en défense ou en attaque. Et lui, avec son sens du rebond, ça participe grandement à ça, quoi. Donc on a finalement un profil qui, je pense, ne jouerait peut-être pas autant dans toutes les équipes, mais qui, en fait, est un outil totalement atypique, mais qui a beaucoup de valeur dans cet effectif-là, avec cette tactique-là, les joueurs qu'il y a autour, donc c'est-à-dire déjà des créateurs, déjà des shooters, etc. Et le fait qu'il y ait cet écosystème et cette tactique fait que l'outil Josh Hart peut être à ce point génial. Et d'ailleurs, comment dire, Thibodeau est le premier à le savoir puisqu'il le fait jouer tous les matchs sans le sortir du tout pendant les playoffs, quoi. Ouais. Oui, mais c'est là où moi je lui donne quand même pas mal de valeur défensivement, c'est que, et alors ça c'est un choix on va dire personnel, c'est que moi je donne plus de valeur à une bonne défense off-ball qu'à une bonne défense sur l'homme. Où je trouve que si t'es bon dans la défense off-ball, tu peux beaucoup plus impacter la défense de ton équipe que si t'es que bon sur la défense sur l'homme. Ouais. Oui, je suis d'accord. Enfin, je trouve que la défense off-ball est plus importante, a plus de valeur du moins que la défense sur l'homme. Mais...
De plus en plus, on va dire, dans cette NBA-là. Alors, Ouais. évidemment, il faut quand même pas se faire déborder. C'est le problème on parlait de Miles Turner, c'est le problème de Pacers, c'est que lui, il peut pas tout rattraper alors que tout le monde se fait dépasser en premier rideau. Donc, évidemment. Oui, Mais oui. dans une NBA où il y a plus d'espace et il faut arriver à maîtriser cet espace défensivement, ouais, c'est presque plus important d'avoir des mecs intelligents qui savent ce qu'il faut faire, qui font les rotations, le rebond, voilà, c'est vraiment moi je trouve que cette flexibilité de line-up et de polyvalence de profil qu'il peut apporter, c'est quand même assez génial. Après oui, on n'est pas sur la création, on n'est pas sur du passing de création, on n'est pas sur du scoring, donc on n'a même pas le shoot. Donc comment est-ce que, tiens, on peut faire la transition vers le classement si tu veux bien. Comment est-ce qu'on juge tout ça au final? C'est ça, parce qu'en plus, je trouve le problème avec Josh Hart, c'est que t'as pas le scoring, effectivement, mais t'as pas le côté création pour lui-même de scoring, mais t'as pas non plus la finition, finalement, parce que que ce soit à 3 points ou au cercle, la finition, elle est pas bonne. Donc en fait, offensivement, quand il s'agit de marquer des points, que ce soit sur de la création par lui-même ou de la finition, sans ballon, en fait, oui, il est pas très bon, et c'est là où, en fait, Josh Hart, il devrait faire du hand. Il devrait pas faire et faire des changements attaque-défense en fait. T'as pas peur qu'il se fasse les croisés s'il fait du hand par Josh Hart? C'est des choses qui arrivent. Et donc, classement, où est-ce qu'on l'imagine? Alors le premier nom, quand j'ai pensé à Josh Hart et que j'ai vu le classement, la zone où je voulais le mettre, c'est autour de Lugensdort. Il y a Lugensdort qui m'a flashé, mais je me dis même... Défensivement, je pense que Lugensdort sur l'homme est meilleur, mais la navigation d'écran et la défense off-ball de Josh Hart est bien meilleure. Par contre, Dort, il a pas le passing, mais il a un peu le shoot. C'est pas élite, mais cette année, en tout cas, c'est un peu meilleur. Je le mettrais peut-être un peu au-dessus de Lugensdort. Je sais pas ce que t'en penses. Après, Lou Dort a quand même cette année pas mal de... L'attaque est efficace, le shoot est rentré. Alors, on a vu qu'en playoff, c'était pas tout le temps respecté, mais il y a un peu ce côté tout de même où on a affaire à un mec qui est efficace, Lou Dort, en attaque, avec 39% à 3 points, etc. Et de l'autre, on a un mec qui est largement inefficace. Mais je pense qu'on est pas mal, on est dans la bonne zone. Je comprends un peu la comparaison. Tu me dis l'un est au-dessus de l'autre, ça me dérange pas trop, quel que soit l'ordre. Par contre, je me demande si... Est-ce que les deux, enfin tu vois, d'instinct, moi je dirais que Josh Hart est quand même meilleur que Nesmith, qui pourtant est un peu plus loin dans le classement. Est-ce qu'on ferait pas une modification du classement ici? Que du coup tu redescendrais Nesmith? Je sais pas, quel est ton avis toi sur Josh Hart versus Nesmith par exemple? Ou alors t'es fan de Nesmith? Non, je suis pas spécialement fan, mais c'est vrai que j'aime bien les joueurs où t'as moins de compromis, où ils peuvent apporter des deux côtés du terrain. Et Nesmith, il y a ce côté un peu où maintenant t'as le 3 points, t'as un peu de finition et t'as la défense. Alors là, évidemment, la défense n'est pas aussi bonne que celle de Josh Hart, mais au moins t'as pas de compromis des deux côtés du terrain. Donc c'est ça qui me plaît. Je comprends, mais il est beaucoup moins transcendant défensivement que les deux autres, quoi, tu vois. Par contre, ouais, t'as le côté moins élite, ouais. Moins élite en défense. Non, mais on est par là, de toute façon. On va en tout cas, oui, c'est dans cette zone-là, ouais. Quel que soit l'ordre, j'ai l'impression qu'on fait quoi? Alors, mais d'abord Josh Hart. C'est vrai que maintenant que tu le dis, Lou Dort, t'as aussi la défense et le 3 points, techniquement. Ouais, pour ça. ouais. Et sachant que la défense est meilleure que celle de Nesmith. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait en fait switcher. Mais du coup, moi, je ferais Lou Dort, Nesmith, Josh Hart, je pense. Lou Dort, Nesmith, Josh Hart. Alors ça m'embête de mettre Josh Hart en 3ème sur les 3, mais finalement, c'est celui qui t'apporte le moins de compromis sur les 3. Ouais, moins de compromis, mais en même temps, cet apport en rebond, cet apport en défense collective et tout, Bon, on peut faire comme ça, C'est vrai que la défense off-ball de Nesmith, alors en tout cas, au Celtics, ça a été catastrophique. Je me suis pas focalisé sur la défense off-ball de Nesmith cette année, mais au Celtics, c'était pas ça. Donc si ça a pas changé... Non, mais on peut faire comme ça et donner un peu la primeur au côté. En plus, il est largement inefficace cette année, Josh Hart, donc... Ça me va si on donne la primeur à Nesmith et Lou Dort qui sont un peu plus efficaces cette année, qui les tirs rentrent, ça compte. Donc ok, faisons comme ça, Lou Dort, Nesmith et Josh Hart, un peu un tir groupé là, au-dessus de DeAndre Hunter, on est d'accord, au-dessus de Tobias Harris, etc. Et ok, très bien, alors faisons comme ça. Et donc petit quiz pour terminer, nous sommes le 14 novembre 2023, c'est contre les Boston Celtics. Peut-être que tu te souviens de cette action. C'est une action sur Jrue Holiday, ça te parle ou pas? C'est quoi la date, tu m'as dit? Le 14 novembre. Novembre.
Waouh, oh non. C'est la fois où le ballon va pour sortir et tu sais, il balance la balle dans le dos de Jrue Holiday, il la récupère et il enchaîne avec le 3 points derrière. Ça te parle ou pas cette action un peu rigolote? Dis, ça me dit quelque chose. Ouais. un peu fun de Josh Hart qui, hop, je sauve la balle, je balance sur Holiday et puis Holiday qui est à la ramasse et je fais un 3 points. Bref. Il fait toujours des trucs un peu comme ça. Soit ça, soit des high five avec personne, mais es-tu capable d'inviter des joueurs sur le terrain au moment de cette action donc? Du coup, Josh Hart, Jalen Brunson. Jalen Brunson, oui. Est-ce que Mitchell Robinson était déjà blessé? Mitchell Robinson n'est pas là. Mitchell Robinson n'est pas là. Julius Randle. Pas sur le terrain, non. C'est non, le backup pivot normal. Ok. Ah bah oui, Hartenstein. Hartenstein, en effet. Alors, j'ai Hart, Brunson, Hartenstein. C'est en novembre, t'as dit. Novembre, en effet. Donc, il y a encore Quickly. Tout à fait. Qui est sur le terrain. Et donc, je dirais. Un Italien. RJ Barrett. Ah non, un Italien. Enfin, ça sonne italien. Di Vincenzo. Exactement, le Big Ragout. Son surnom, c'est le Big Ragout, c'est Di Vincenzo. Tout à fait. Et donc, qui est sur le terrain côté Boston, plus facile? Du coup, Jrue Holiday. Tatum, oui. Brown. Pas Brown, il y a 2 PP. Il y a Peyton Pritchard. Ouais, le premier PP. Et l'autre PP, c'est qui? Porzingis. Non, un autre PP. Attends, avec une canne, un papy, quoi. Orford, ok. Exactement, alors Ford. Et le dernier, indice Titouan. Ok, Sam Hauser. C'est Sam Hauser, tout à fait. Sam Hauser qui est sur le terrain. Avançons sur notre 4e joueur du jour, on peut aller sur Paolo Banchero si tu veux bien. Banchero, 35 minutes par match cette saison, 80 matchs joués pour le Orlando Magic, 94 de true shooting plus, donc d'efficacité relative à la moyenne, moins 6% relatif à la moyenne, 94 pour aller à 100, sur un volume de 30% d'usage, donc un gros volume de stars, ça on peut le dire. Bon, allons-y, on est sur un cas très polarisant. Ouais, très polarisant. Et d'ailleurs, pour tout te dire, j'ai fait mes notes pour le podcast il y a une semaine. Et en fait, entre-temps, j'ai discuté avec Baptiste, Penny Bergkamp, et Flotix du cas Paolo Banchero. Et en fait, plus j'en discutais, moins j'étais haut sur lui. Plus mon avis diminuait sur lui. Mais du coup, Banchero, en fait, pourquoi je l'ai mis 2e de mon classement, c'est parce que j'ai voulu donner de la valeur au playmaking pour un joueur de sa taille. Parce qu'il y a des progrès au playmaking. Et en plus, sa saison, en fait, elle n'est pas si bonne que ça. C'est vrai qu'on se plonge dedans. Par exemple, son assist par usage, il est de 0,82. C'est 72e percentile à son poste. Donc, c'est pas élite, mais il y a quand même des gros progrès. Avant, c'était 0,61 la saison précédente. Donc, il y a des vrais progrès à la création pour les autres, même si c'est pas élite. Mais en fait, le fait qu'il puisse faire ça avec sa taille, ça lui ajoute quand même pas mal de valeur. Par contre, effectivement, il y a toujours des lacunes dans l'efficacité au scoring, ça on est bien d'accord, et à la création pour lui-même. Donc tu as dit 94 de true shooting plus, il finit très peu près du cercle, il finit qu'à 35%, c'est 31e percentile à son poste, et en fait il repose énormément son scoring sur du mid-range. Quand tu dis il finit à 31%, c'est pas en termes d'efficacité, tu veux dire c'est la portion de la fréquence de tir. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en efficacité, il est pas efficace, mais quand même, hein, pas 31% d'efficacité au panier. Quoi. Alors, 35% de ses tirs sont pris près du cercle. Et en fait, il repose énormément sur du mid-range qui représente 43% de ses tirs. Et le problème, c'est qu'en fait, même sur les mid-range, il est que 40e percentile en efficacité sur les mid-range globaux. Donc, ce qui est en plus pas ouf. Donc, c'est-à-dire qu'il prend des shoots qui théoriquement sont pas rentables et en plus lui dans la pratique il les rend pas beaucoup rentables parce qu'il est pas très efficace dedans, donc du coup alors c'est vrai qu'il y a pas un spacing énorme à Orlando, je peux l'entendre et je pense que ça explique
potentiellement pourquoi il va aussi peu au cercle. Mais pour moi, ça explique pas tout. Ça explique pas son inefficacité à mi-distance et aussi son inefficacité à 3 points. Parce qu'un des gros problèmes de Banchero, c'est que en fait, il shoot très peu à 3 points et en plus, il les met pas dedans. Donc il y a vraiment le côté Banchero, il y a un peu ce côté anti-analytics où c'est je prends très peu de shoot près du cercle, très peu de shoot à 3 points et je prends beaucoup de mi-distance et en plus, il rentre pas. Donc ouais, il y a ce côté un peu scoring vraiment qui est pas du tout dedans. Donc voilà, mais j'ai voulu mettre en avant la progression au playmaking. Ceci dit, après avoir parlé de Bill notamment dans cet épisode, en fait, je peux entendre que j'ai peut-être surcoté Banchero, j'ai peut-être surcoté un peu justement sa progression au playmaking. Comme je disais au début d'épisode, peut-être en me disant vu qu'il est jeune, le fait qu'il y ait des progrès, ça en dit peut-être beaucoup sur ce qu'il peut devenir dans 1-2 ans, mais c'est pas encore ce joueur-là. Et il y a sûrement ce biais de jeunesse où je me dis il est jeune, il peut encore progresser. Et voilà. Je pense que Banchero est un peu un de ces cas, un cas phare de la différence de comment est-ce qu'on voit en 2 mots. Comment est-ce qu'on voit le basket et comment est-ce que chacun peut avoir une évaluation différente et pondérer la valeur d'un individu en basket. Pour le reformuler, à quel point est-ce que les gens en ont quelque chose à faire ou pas, on va rester poli, de l'efficacité. Voilà, très, très clairement. Il y en a qui préfèrent le volume et qui s'en fichent totalement de l'efficacité et n'allez pas les petits geeks de Excel nous faites pas chier avec l'efficacité. Banchero il est trop fort parce qu'il y a du volume. J'exagère un peu pour la blague, vous avez compris, mais de l'autre côté il y a l'aspect et moi je fais plutôt partie de ça, c'est en fait l'efficacité reste le truc le plus important au basket. Alors l'efficacité ce n'est pas que ça, la valeur en basket c'est pas que ça, personne n'a jamais dit ça évidemment. Mais il y a quand même cet aspect où c'est quand même plus ou moins un jeu à somme nulle. D'ailleurs, c'est tellement un jeu à somme nulle que c'est pour ça que, tu vois, tu as certaines équipes comme les Knicks, comme les Grizzlies, comme des mecs comme ça, qui vont essayer de jouer un peu sur le fameux jeu des possessions. C'est d'essayer allez, est-ce qu'on pourrait pas avoir 5 ou 10 possessions de plus que l'adversaire? Mais c'est quand même pas beaucoup, quoi, au final. Et donc, comme c'est un jeu, grosso modo, à somme nulle, l'efficacité est un peu au centre de tout. Et surtout, pour un scoreur. C'est là où, tu vois, je pense qu'un mec comme Westbrook ou un mec comme des créateurs comme ça collectifs qui n'étaient pas hyper efficaces, mais il y avait la valeur ajoutée sportivement parce que le scoring n'était pas top, mais il y avait une telle dose de création collective que oui, ça c'est de la valeur basket et ça avait de la valeur dans le jeu. Laissons un peu de côté tout ce qui est analytics ou quoi que ce soit, parce qu'en plus, ça fait genre c'est quelque chose qui est décorrélé du jeu quand on parle de stats, mais il y avait un aspect avec Westbrook ou avec des mecs comme ça, c'est t'es pas hyper efficace, mais tu crées tellement de décalage dans le jeu que tactiquement, tu as une valeur sportive qui est assez immense, je trouve. Banchero, c'est vrai que c'est un cas, c'est pas juste qu'il est pas efficace, c'est qu'il est inefficace et même largement inefficace, je trouve. Tu vois, le coup d'être à moins 6% plus bas que l'efficacité moyenne de NBA sur un tel volume, ça fait une perte de valeur qui est énorme pour moi. Parce qu'en fait, ok, on te donne des ballons et tu vas avoir plein de cartouches. Ok, au final, tu vas les mettre, tes 20 points par match, mais il t'a fallu combien d'opportunités pour les mettre? Et si tes 20 points, il te faut, je dis n'importe quoi, mais il te faut 20 tirs pour les mettre, alors que t'en as, il leur faut seulement 10 ou 12 tirs, ça fait une différence de 8 possessions où ton équipe peut marquer des points en plus, quoi. Alors que Banchero, non. Mais je sais pas si tu vois ce que j'essaie de modéliser, mais oui. Tu vois ce que je veux dire. Mais... Tous les tirs qu'il prend et qu'il met pas, parce que du coup, vu qu'il a une faible efficacité, il y a beaucoup de tirs qu'il met pas, c'est des tirs que ne prennent pas d'autres joueurs qui peuvent potentiellement mettre. Tout à fait. Et c'est là où je pense qu'il faut nuancer aussi un peu sur l'environnement et le fait qu'il y a très peu de spacing autour de lui, mais ça n'explique pas tout, ça n'excuse pas tout. Bon, bref, moi, pour commencer, je pense que je voulais quand même dire ça au début, c'est que pour moi, l'efficacité est à ce point importante quand même dans ce sport-là, et notamment quand ta fonction principale est de scorer. Tu vois, encore une fois, avec Josh Hart, on en a parlé, mais Josh Hart, on s'en fiche un peu de l'efficacité. Alors, c'est un peu dommage, mais vu que c'est pas ça qu'il fait, qu'il le fait pas au volume, c'est pas grave. Mais pour un scoreur, c'est vrai que être très inefficace, pour moi, c'est quand même pas top en termes de valeur. Et après, sur comment est-ce que ça se fait qu'il est à ce point inefficace? D'ailleurs, j'ai pas dit, mais le scoreur le moins efficace de toute la NBA parmi les gros volumes d'utilisation, parmi les stars, grosso modo, c'est le mec le moins efficace et largement en dessous de la moyenne, comme on a dit. Le problème pour moi, c'est que, tu vois, on a un petit pull-up qui est pas mal. T'as parlé du mi-distance, tu disais que le mi-distance était pas top. En fait, finalement, sur les longs tirs à 2 points, c'est pas si mal que ça, 43%. On est franchement à la zone des 40% sur les longs tirs à 2 points, c'est bien, quoi. Franchement, c'est acceptable, c'est pas mal.
Deux problèmes, néanmoins, c'est que c'est le tir le moins rémunérateur du basket. Donc si t'es bon là-dessus, tu grattes pas autant de points que si t'étais bon au panier ou à 3 points, grosso modo. Et puis l'autre problème, c'est qu'il n'arrive pas à aller au panier, hein, comme tu l'as dit. Donc on a à la fois la zone du panier et la zone des shorts mi-distance, donc un peu la zone des flotteurs. C'est un peu cata en termes de fréquence, c'est cata en termes de drive. D'ailleurs, je vais le retrouver, mais j'avais mon tableur avec les drivers, je te le dirai tout à l'heure, mais on est tout en bas du classement au niveau des drives. Et ce qui fait que, bah ouais, t'as quand même beaucoup de valeurs qui fuient parce qu'on te donne beaucoup de ballons et t'arrives à mettre tes points, mais parce que tu utilises aussi beaucoup de cartouches, quoi. Donc c'est en un sens, pour moi, une perte de valeur comparée à d'autres gros volumes qui, eux, mettent les points efficacement, quoi. Ouais, non, totalement. Et il y a aussi l'aspect défense qu'on n'a pas abordé et où je le trouve pour un joueur de son... En fait, il n'a pas le physique, c'est pas le défenseur qui pourrait être par rapport aux outils physiques qu'il a. Et alors je dis pas que c'est un mauvais défenseur, mais je trouve pas que ce soit un si bon défenseur que ça. Bah, c'est peut-être l'aspect où je serais le moins sévère parce que en fait, ça va pas être un faiseur de différence, comme on dit en français, un difference maker. Mais je trouve que tu vois, dans des schémas de Jamal Mosley très dynamiques, c'est assez demandant, hein, les schémas défensifs qui bougent beaucoup côté Orlando. Il est pas génial, il fait le job, je trouve. Il fait le job. Ouais, moi je dirais que défensivement, il est dans... Si on pouvait avoir un ratio de défense un peu l'équivalent du true shooting plus, tu vois, avec une moyenne NBA, je le mettrais à 2-3 points au-dessus de la moyenne, voilà. Genre, un peu au-dessus de la moyenne, mais pas énormément. Il est pas bon au point de générer beaucoup de valeur sur la défense, quoi, non plus. On parle pas d'un mec qui est protecteur de panier ou qui est un méga arme de switch ou ce genre de choses. Donc ouais. Et après, l'autre côté, tout de même, ce qu'il y a à souligner dans la saison, c'est le scoring. Moi, j'aime pas trop parce que voilà, c'est pas efficace. Par contre, c'est vrai que petit à petit, tu as parlé du ratio de playmaking, je trouve qu'on commence de plus en plus à exploiter son passing. Et moi, autant je suis pas fan de son scoring depuis le début, autant je pense que je suis un des premiers fans de son passing depuis la draft. Et je trouve que ça a toujours été un peu largement sous-estimé, même en un sens. Alors, beaucoup à Duke, beaucoup sa première année. Là, ça commence un peu à aller mieux et on commence à le... voilà, pour moi, c'est pas un scoreur, c'est juste un porteur de balle de très grande taille qui peut être un passeur vraiment très très bon, quoi. Et donc, pour moi, on a un peu cet aspect par rapport à l'an passé où il était tout aussi inefficace, mais cette année, on lui donne de plus en plus les rênes de l'attaque pour faire des pick and roll, pour faire des driving kicks, pour faire du passing. Et tu vois, il y a des matchs où, on en parlait, le lundi matin, on fait une hebdo des matchs de la semaine, on en parlait, et il y avait 2-3 fois dans l'année où on s'est dit, tiens, on a regardé tel match et punaise, quoi, il y a telle lecture de jeu, il y a telle création driving kick, pick and roll, le court mapping est très très bon chez lui, donc la capacité à un peu à mapper, à cartographier le terrain, voir qu'est-ce qui se passe, quelle passe faire, la vision, le timing, etc. Je trouve vraiment que le passing, il y a plein de trucs hyper intéressants, je pense qu'on pourrait même aller encore plus loin que ça. Mais c'est quand même une amélioration par rapport à l'an passé, je trouve, en termes de valeur ajoutée. Après, voilà, je suis pas sûr que ça rattrape le scoring, en fait. Moi, c'était le point, c'est le point fort de sa saison, en fait, et c'est le point qui faisait que j'étais aussi haut sur lui. Alors, peut-être trop, ça, je peux bien l'entendre, mais qui faisait que j'étais aussi haut, c'est ses progrès au passing, sachant que, pour sa taille, déjà, un joueur qui fait 6'10, 6'11, un truc comme ça, c'est super intéressant d'avoir ce passing-là. Et en plus, dans le spacing du Magic, où on se dit qu'en fait, même quand il prend des pick and roll ou des drive and kick, si sur son pick and roll, t'as des meilleurs shooters dans les ailes qui du coup évitent que les défenseurs adverses viennent faire des aides sur le rollman par exemple, ou si sur ses drive and kick, ils kick sur des joueurs qui peuvent mettre leur shoot à 3 points, je pense que le côté son ratio de playmaking serait bien au-dessus de 0,82 s'il avait un meilleur environnement. Et en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un monstre au niveau des lancers francs. Il fait des chiffres records, alors pas autant que l'an passé, qui était un score de dingo, de provocation de lancers francs. Le shooting foul percentage, à quel point tu provoques des fautes pendant tes tentatives de tir, il est passé de 20%, qui était un score le meilleur de NBA ou pas loin, à seulement 15, mais même 15, ça reste encore un excellentissime pourcentage. Pourquoi je dis ça, c'est que en fait, il arrive quand même à gratter, et il est très bon pour ce côté, aller chercher les lancers francs qui sont le tir le plus rémunérateur au basket. Et malgré ça, il arrive à être à ce point inefficace, ce qui, à mon sens, en raconte aussi beaucoup par rapport à la fois son toucher de balle et aussi par rapport à la sélection de tir qu'on a un peu développé sur le côté
bah, beaucoup de longs tirs à 2 points et pas tant que ça, peut-être pas autant qu'on voudrait de tirs au panier, quoi. Tu vois, je pense Ouais. le fait qu'il arrive à être à ce point inefficace au général, alors que pourtant il est parmi les meilleurs de NBA, je trouve, en termes de provocation de lancer franc, ça dit à quel point sa finition pure est peut-être un peu mauvaise, quoi, pour l'instant. Mais voilà, C'est là où je trouve que, parce que c'est souvent l'excuse que sortent les gens qui veulent défendre Banchero en disant oui, mais t'as vu avec quel joueur il joue, enfin t'as vu son supporting cast, t'as vu le spacing qu'il a et tout ça. C'est là où je trouve que autant le spacing qu'il a, qui était vraiment pas bon à Orlando, je pense que ça peut avoir un impact sur son ratio de playmaking et sur sa capacité à trouver des joueurs ouverts ou du moins des joueurs qui sanctionnent. Autant sur son efficacité au scoring, je pense que, comme je disais au début, peut-être que ça lui limite ses chemins vers le cercle, mais par contre, c'est pas le spacing qui l'oblige de prendre des longs mi-distance qui sont, comme tu l'as dit, le shoot le moins rémunérateur du basket, et c'est pas non plus le mauvais spacing qui le pousse à shooter à 30%, enfin 39% à mi-distance ou à je sais pas combien il est à 3 points. J'ai plus en tête, mais il est pas très bon à 3 points non plus. Donc oui, autant le mauvais spacing d'Orlando joue sur certains aspects de son jeu où il pourrait être meilleur, mais je pense que ça a plus un impact sur son playmaking que sur son efficacité au shoot. Oui, on en parlait d'ailleurs, enfin, je pense qu'on va mentionner son nom pas mal de fois dans les minutes qui arrivent, mais on en parlait avec quand on a fait Kate Cunningham. Bah, tu vas voir les saisons rookies de Stephen Curry, de Kyrie Irving, de Isaiah Thomas à Sacramento, de Haliburton d'ailleurs à Sacramento. C'est que des mecs qui sont dans des équipes totalement nulles et pourraves, et pourtant les mecs qui sont déjà ultra efficaces. Je pense qu'en un sens, parfois on exagère un peu l'importance du contexte. Je dis pas que ça n'importe pas, mais il y a quand même aussi en grande partie, et je pense que par rapport à la moyenne, je suis plus haut que la moyenne sur ça, sur ce côté, bah, c'est surtout le joueur aussi qui est un peu à la base de l'efficacité ou de la non-efficacité, à mon sens. Mais d'ailleurs, petit quiz, à ton avis, qui a été le plus efficace en 2024 sur des drives entre Jordan Poole et Paolo Banchero? Si tu me demandes, c'est que c'est Jordan Poole. Ok. Et oui, en effet. en effet. Oui, non, mais on est vraiment très bas dans le classement en termes de drive, quoi. Et c'est... Bon, bref, c'est un peu le problème. Et tu vois, le truc avec lui, c'est que j'imagine très bien qu'on va avoir des grands écarts. Grands écarts, non, la liaison est très, très moche. On va avoir un grand écart énorme parce qu'en fait, deux choses. Il est à ce point pas efficace. Il est pas juste au niveau moyen de NBA plutôt qu'à plus 5. Tu vois, il est largement inefficace, premièrement. Et deuxièmement, c'est un truc, l'efficacité, sur lequel pas mal de gens s'en fichent un peu. Donc en fait, il y a des gens qui s'en fichent de l'efficacité et qui vont juste voir le volume et qui vont sans doute le projeter très très haut. Moi, je suis un peu à l'autre spectre en disant, moi l'efficacité, ça compte. Et en plus, comme il est pas juste un peu efficace ou pas trop efficace, il est largement inefficace. Tu vois, je pense qu'on va avoir des grands écarts assez incroyables en termes de classement. Et je pense que pour certains, il doit être aux portes du top 20, top 30. D'ailleurs, faisant la transition, arrêtons de tourner autour du pot. Où est-ce que toi, tu l'imagines alors ? Alors du coup, en regardant comme ça, je m'étais fixé autour de Dejounte Murray, mais il faut que je regarde un peu ce qu'il y a autour. Dejounte Murray, il y a Fred VanVleet, McCollum, Tyler Hero, Chris Middleton, voilà. Après, j'ai pas en tête l'efficacité de ces gars-là sur cette saison, par exemple. Ils sont tous à peu près autour de la moyenne, hein, ces mecs-là. Parce que c'est vrai que, comme dit, je donne pas mal de valeur à son passing par rapport à sa taille. Défensivement, il est pas négatif, contrairement à tu vois, à des Tyler Hero, Dejounte Murray, je trouve qu'il fait pas une si bonne saison que ça défensivement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu as l'efficacité, et surtout l'efficacité pour un joueur à qui on donne beaucoup de ballons. Ouais. Moi, j'avais un point de repère évident qui était Cunningham, en fait. Kate Cunningham. Ouais. Tu vois, j'étais en train de redescendre vers Kuminga, donc... Parce que y a énormément de similarités de profil, je trouve, avec Cunningham, qui lui aussi, 30% du edge, un gros volume, qui lui aussi, même score d'inefficacité, qui lui aussi est bon sur les longs tirs de points, mais qui va pas au panier, qui est pas bon au panier, qui lui aussi a du passing de pas seulement sympa, mais de haut niveau, mais qui lui aussi, je trouve que le passing ne compense pas à ce point l'extrême inefficacité. Moi, j'avais bien envie de les coller ensemble, en fait. Oui, c'est vrai, ça fait sens, ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça fait sens. C'est vrai que maintenant que tu le dis, parce qu'en plus, lui aussi, Kate Cunningham, on peut parler de problèmes de spacing dans son équipe, donc finalement, il y en a pas un qu'on peut dire oui, mais il a un meilleur environnement que l'autre pour le coup. Ouais, non, c'est vrai que ça fait sens de le mettre autour de Cunningham, ouais.
Bah, quitte même à les coller ensemble et à faire un package et les remonter un peu, si tu veux, vers toute la zone des héros, des John Murray, Van Vliet, Middleton, etc., quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Après, le problème, j'ai pas beaucoup vu les Warriors. Je me dis, est-ce que c'est devant Kuminga? Je sais pas trop la saison que fait Kuminga. J'ai pas trop regardé les Warriors cette année. Bah, c'est un métier très différent, quoi. C'est moins de création, etc., quoi. Oui, c'est ça. Parce que, par contre, tu vois, je vois des Keegan Murray, des Jabari Smith. C'est, bah, encore une fois, oui, pour le coup, c'est pas du tout le même métier, mais par contre, ils sont, je trouve, meilleurs dans ce qu'on leur demande. Donc toi, ça te va si on laisse un peu comme ça, quoi, au final? Ouais, moi, je le laisserai comme ça. Ouais. Ok. Et tu vois, exercice théorique, nous, on prend beaucoup en compte l'efficacité, donc on le met là. Tu vois, pour quelqu'un qui dirait, bon non, mais l'efficacité, moi, je m'en fiche, mais je me mets un peu à la place de ces gens-là, avec qui je suis pas d'accord, mais je peux envisager, tu vois, qu'on le mette actuellement autour de, je sais pas moi, vers DeRozan dans le classement. Tu vois, un truc comme ça. Vers faire un CO, quoi, au final, parce qu'il y a le volume, il y a du passing. Ouais. Donc, si effectivement vous ne pondérez pas l'efficacité, je pense que ouais, ça peut aller taper haut. Mais comme on le pondère et comme dit, et comme en plus il est pas juste pas efficace, il est largement inefficace, je pense que ça crée un éventail, un grand écart assez incroyable, quoi. Mais je suis pas d'accord avec ça, avec le fait de pas pondérer l'efficacité, mais je peux totalement entendre que des gens qui la pondèrent pas, qui s'en fichent un peu de l'efficacité, qui disent non, le volume c'est plus important, nous disent bon ben non en fait il est aux portes du top 20, quoi, grosso modo. J'arrive à le voir, je suis pas d'accord, mais j'arrive à l'envisager. Oui, bah d'ailleurs je pense c'est un peu un espèce de consensus qu'il y a dans la sphère NBA, on va dire, enfin c'est quand même un joueur qui a été All-Star, alors même si on pense ce qu'on veut du All-Star, voilà, je sais pas s'il a été All-NBA d'ailleurs cette année, je pense pas, mais c'est quand même un joueur qui a l'air d'être considéré du moins comme une star, donc d'ailleurs, est-ce que ce serait pas la plus mauvaise des stars sur la saison, j'entends. Il y a quand même Jordan Poole, hein, non? Non. Oui, ça dépend qui on considère comme star, c'est vrai. Ah bah c'est une star, Jordan Poole, à mes yeux en tout cas. Mais non, mais tu vois, on n'a même pas. J'avais pas envie de refaire le refrain qu'on a fait dans les bilans 2024, mais on n'a même pas abordé tout ce qui est chiffres d'impact. On a vraiment parlé dans le prisme individuel, mais bon, tu prends un peu tout ce qui est des chiffres de à quel point l'équipe performe quand lui est sur le terrain versus quand il y est pas, à quel point il y a un impact. Je me l'étais noté, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Bah, il a des on-off records dans les deux côtés. Hein, il a un on-off offensif qui est très très mauvais parce que quand Joe Ingles rentre l'attaque, d'un coup ça respire, quoi. Beaucoup plus parce que efficacité, parce que passing, etc. Et de l'autre côté, défensif aussi, un on-off défensif qui est un différentiel qui est très mauvais aussi parce que son backup c'est Isaac. Donc il y a aussi cette particularité de qui sont tes backups, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que le chiffre individuel d'efficacité. Si on recoupe aussi certains indicateurs de comment l'équipe performe quand il est sur le terrain, etc., ça bloque aussi, quoi. C'est pas que le côté stat Excel de tiens, il a une faible efficacité individuelle, quoi. Même en termes de performance de l'équipe et performance quand il est sur le terrain, c'est pas top, mais ok. Bah, sur les chiffres d'ailleurs de net rating, alors comme tu as dit, ça dépend aussi de qui remplace, qui le remplace, mais le net rating est bien meilleur quand Banchero est dehors et que Wagner est sur le terrain que quand c'est Banchero qui est sur le terrain et Wagner qui est dehors. Oui. Et la différence, elle est de quasiment 10 points. Mais c'est aussi là-dessus où, tu vois, quand on nous dit, bah ouais, ces stats, c'est un peu nul et tout, mais il est très fort. Oui, mais il est où le résultat final, quoi? Montrez-moi où est-ce que ça marche, ou à quel point il fait vraiment gagner l'équipe, à quel point il améliore l'équipe. C'est vrai que pour l'instant, de par le prisme individuel, c'est pas top, et collectif non plus. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à mettre les deux bouts ensemble et à voir où est l'extrême valeur, quoi. Donc je reste plutôt dans mon théorème de base et ma conjecture de base que bah ouais, il y a quand même pas trop de valeur pour l'instant parce que le coût d'opportunité, quoi, pour le coup. Mais j'ai hâte de voir d'ici 4-5 ans, tu vois, parce que je pense qu'on peut avoir affaire à un joueur très différent, mais pour l'instant, ouais, Cunningham et Banchero, j'ai un peu du mal avec cette extrême inefficacité, mais bref, on a déjà passé assez de temps. Finissons avec un petit quiz. Nous sommes le 25 février 2024 et c'est un buzzer beater contre Détroit. Est-ce que tu t'en souviens de cette action où Banchero va crucifier les Pistons qui est sur le terrain au moment de ce buzzer beater? Alors, je vais te surprendre si je sais que j'ai pas énormément regardé les Pistons cette année. Bah du coup c'est un buzzer beater, donc c'était serré, donc il y a le starting, il y a le 5 majeur, je dirais Wagner, Banchero bien sûr, ouais, Jalen Suggs, oui, Wendell Carter, oui, et c'est le 5e que je vais pas avoir,
Peut-être un... Un ancien de Denver. Peut-être un ancien de Michigan State. Denver. Un ancien... Oh, bah, j'allais dire Caleb Non, Houston. pain de mie. Non, c'est Michigan tout court en plus. Le pain de mie, ça te dit rien, le pain de mie? C'est quoi la marque de pain de mie? Ta marque de pain de mie préférée, c'est quoi? Oh, Harris. Oh, okay, c'est Gary Harris, ouais, Gary tout Harris. à fait, Gary Harris. Ok. Et du coup, contre les Pistons, donc il y a Cunningham. Oui. Il y a Jalen Duren pour protéger le cercle, Oui. enfin, pour être dans la raquette. Sur le switch. Voilà. Jaden Ivey. Non, pas Ivy. Nous sommes le 25 février, date un peu clé. 25 février. Il y a Quentin Grimes. Exactement, c'est un des rares matchs où il y a Quentin Grimes, tout à fait. Ok. Il y a Quentin Grimes. Et Ozar Thompson. Ozar Thompson, oui, mais si je te dis Marco Materazzi, si je te dis Fabio Cannavaro. Ouais, un Italien, quoi. Si je te dis Andrea Pirlo. Attends, il y a un Italien, des trois. Ah, mais si, ils l'ont signé il y a pas longtemps en plus, Fontecchio. Exactement, Simone Fontecchio oui, était par là, signé tout à fait. Et donc on peut finir avec notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Damian Lillard. 35 minutes par match pour Lillard, 73 matchs joués en 2024, 102 de true shooting plus, donc à peine plus 2% d'efficacité relative à la moyenne, sur un usage de 28%, un volume de star évidemment. Pour te lancer, on est mine de rien sur peut-être une des pires saisons de Lillard depuis le début de son prime. C'est ce que je m'étais noté d'ailleurs, un true shooting, je crois que c'est 102 de true shooting plus, c'est le deuxième plus petit total en carrière, je crois que le premier ça doit être sa saison rookie. Ouais. Donc oui, c'est pas fou pour un joueur en plus de son calibre et au vu de ses pourcentages au shoot, c'est même déjà pas mal qu'il reste au-dessus de la moyenne, je trouve, parce que quand on voit ses pourcentages à 3 points notamment, et il fait vraiment pas une bonne saison, et en fait ça c'est grâce à quoi? C'est grâce à ses lancers francs. Tu l'as dit, je crois que c'est pour Banchero que t'en parlais. Ouais. Le lancer franc, c'est le tir le plus rémunérateur du basket, et c'est un joueur qui a un free throw rate plus de 165, donc 65 points au-dessus de la moyenne NBA en termes de lancer franc provoqué. Et d'ailleurs, c'est son deuxième plus gros total en carrière, donc c'est excellent, mais on peut le voir un peu autrement, c'est que c'est un joueur aussi qui prend très peu de tirs au cercle. Et je crois d'ailleurs qu'il prend 27% de ses tirs près du cercle, c'est son plus petit total en carrière. Et donc en fait, on est là sur un joueur qui provoque énormément de fautes, mais qui prend très peu de tirs près du cercle. Et je pense que c'est un joueur qui a plus 20 ans, et qui, pour lui, ça devient primordial ou même plus simple d'aller chercher des lancers plutôt que de se contorsionner et d'aller finir près du cercle et essayer de trouver un angle un peu compliqué. Donc je pense qu'il y a un côté un peu chercher la facilité entre guillemets. Je saurais pas dire si c'est parce que le physique commence à traîner un peu ou est-ce que c'est qu'il avait une blessure ou quoi que ce soit. Mais en tout cas les faits sont là, c'est qu'il provoque beaucoup de fautes mais finalement finit très peu près du cercle. Par contre, c'est un joueur qui reste, je pense, très impactant pour les Bucks. D'ailleurs, on parlait des on-off là pour Banchero. Il a un net rating de plus 12,9 et de moins 6,6 en defensive rating. Donc, quand il est sur le terrain, et alors ça c'est un peu marrant, parce que c'est un peu biaisé je pense, mais quand il est sur le terrain, la défense, Milwaukee encaisse moins 6,6 points de moins. Mais je pense que c'est bien biaisé par le fait qu'en fait, quand il est sur le terrain, il a toujours à ses côtés soit Giannis, soit Lopez, en fait. Oui, je pense qu'on peut le dire, oui. C'est juste donc, un facteur de corrélation, c'est pas causalité à cause de lui. Hein. C'est ça. Donc ça, faut pas... Le côté défensif, voilà, faut pas commencer à se dire « Ah, mais en fait, Damian Lillard, c'est un gros défenseur. » C'est juste qu'en fait, il a jamais eu des chiffres comme ça en défense, parce qu'en fait, il a jamais eu de protecteur de cercle du calibre de Giannis ou Lopez quand il était à Portland, tout simplement, en fait. Ouais, tu vois, j'irais même plus loin dans le sens où, pour moi, une des raisons de la mauvaise saison de Milwaukee,
en dehors de l'attaque, c'est aussi la défense. Enfin, en dehors de l'attaque, on pourra en parler, mais je veux dire, la défense, c'est aussi une des mauvaises raisons de ça. Et malgré ce on-off et ce différentiel, etc., pour moi, Lillard est un peu une des raisons pour lesquelles ça marche pas. Alors, il y a Middleton qui bouge plus trop parce qu'il a l'âge d'un mec qui a 43 ans et qui a eu 8 blessures. En fait, paradoxalement, tu vois, par rapport à ces chiffres-là, je trouve que son manque de défense on-ball, mais aussi surtout off-ball, a participé au fait que la défense des Bucks, qui d'habitude était élite, s'est un peu effondrée en fait. Oui. Non, mais c'est sûr que ça t'apporte. Enfin, ils sont obligés de faire un compromis qu'ils ne faisaient pas avant avec Jrue Holiday, par exemple. Mais par contre, ça t'apporte autre chose, et c'est là où, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais en premier de mon classement, c'est que malgré sa saison beaucoup moins bonne que ce qu'il a pu faire avant à Portland, c'est un joueur offensif qui pour moi est toujours de très très haut niveau, parce que t'as de la création d'attaque, t'as du scoring qui reste positif, même si c'est plus les true shooting plus qui nous avaient habitués, ça reste du scoring de bon niveau. Beaucoup de tirs en sortie de dribble, donc c'est un joueur qui est capable de se créer de l'attaque, ça on l'apprend pas avec Damian Lillard, et il était encore capable de le faire cette année. Il t'apporte du spacing, parce que même s'il fait une saison un peu moins bonne au shoot à 3 points, quand Damian Lillard prend un 3 points, tu défends, tu le laisses pas shooter, donc il t'apporte du spacing, il a toujours cette gravité élite. La pression au cercle est moins bonne que ce qu'il faisait les années précédentes, potentiellement à cause de son physique, mais il a toujours cette capacité à provoquer des fautes, et c'est un bon shooter de lancer franc, donc on l'a dit, c'est un joueur qui est très bon sur le tir le plus rémunérateur du basket. Donc ça reste un joueur qui, offensivement, pour moi, est toujours élite, même s'il avait un peu moins de responsabilité offensive qu'à Portland. Je trouve qu'il était peut-être beaucoup moins attendu en tant que créateur primaire de l'attaque, et donc un peu moins le côté passing, mais tu as toujours un créateur d'attaque de très très bon niveau. Donc c'est pour ça que moi je l'avais numéro 1 de mon classement sur les 5. Après, il faut le dire que sur les 4 autres noms qu'il y avait dans cette liste, il n'y avait pas grand monde pour lui faire de l'ombre sur cette saison, même si lui il fait une saison beaucoup moins bonne. En fait, le truc, c'est que Lillard est très décevant par rapport à avant, mais il perd de tellement haut qu'en fait il va rester encore très haut, quoi. Tu vois, malgré ce côté peut-être pas déclin mais moins bon qu'avant. Tu vois, j'étais en train de regarder dans le top 100 l'an dernier, on l'avait mis 7ème. 7ème, et encore c'est malgré les déficiences défensives, quoi, parce que pour moi l'an dernier, Lillard 2023, on est sur un des 3-5 meilleurs attaquants de NBA. C'est un truc absolument dingue, quoi, en termes d'efficacité générale, en termes de polyvalence, en termes de plein de choses. Là, c'est vrai que l'année est décevante, et bon, il y a le quoi et le pourquoi. Le quoi, c'est ce qu'on peut décrire de ça il le fait mal, ça il le fait mal, là il est pas efficace, il est moins efficace, etc. Après, le pourquoi, c'est aussi que apparemment il avait quand même une année assez difficile sur le plan personnel, en termes de échange d'équipe, déménagement, apparemment divorce aussi. Physiquement, on a aussi appris que c'était pas top en termes de conditions physiques par rapport à certaines blessures, etc. Donc voilà, il y a plein de raisons, tu vois, il y a le quoi et le pourquoi. Le pourquoi, c'est peut-être ça qui explique tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Je pense pas que ce soit son vrai niveau. En fait, c'est aussi pour ça que je dis ça. Je pense pas qu'on ait affaire à un déclin. Il a que 34 ans. Et 34 ans, on est en 2024, quoi. C'est pas le 34 ans d'il y a 20 ans, où t'étais déjà à la retraite, hein. J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des raisons pour lesquelles... Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles il a été moins bon cette année. Je pense qu'il pourrait être meilleur. Mais de l'autre côté, on est un peu obligé d'évaluer ce qu'on a eu sous la main, quoi. Quelles qu'en soient les raisons, on prend un peu de facto ce qui s'est passé. Et ouais, en effet, on a eu quand même une saison très décevante, mais avec aussi cette nuance, comme on disait, que en fait, il part de tellement haut que même un Lillard mauvais, et même le pire Lillard en carrière, en tout cas depuis son prime, c'est tout de même un mec qui est plus efficace que la moyenne. C'est toujours un mec qui va chercher plein de lancers francs, mais voilà, on est juste au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité, notamment, tu vois, plus 2%, alors qu'en fait, il nous a fait des saisons à plus 11%, plus 9%, plus 11% depuis 2020. C'est des scores de folie, quoi. C'est des scores d'efficacité qui sont historiques. C'est des scores que actuellement il est en train de faire HDA. Voilà, Jokic, évidemment, il fait du beaucoup plus, Curry fait du beaucoup plus, mais on est sur des scores incroyables. Et en effet, cette année, il y a moins de tirs au panier, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est peut-être lié à la condition physique. Il y a aussi un 3 points qui est juste à 35, entre guillemets, qu'à 37, 38. Donc voilà, petite baisse, mais vu qu'il en prend tellement, ça affecte beaucoup l'efficacité générale, comme il y a un énorme volume. Et voilà, je sais pas, toi, ce que t'en penses, à quel point ne serait-ce que sur la hiérarchie offensive, tu le trouves qu'il est haut ou pas. Mais je trouve que malgré c'est un peu ce côté beaucoup moins bon qu'avant, c'est quand même pas mal, quoi.
Mais je pense que je suis d'accord avec toi que je pense pas qu'il y ait un certain déclin. Euh, je trouve qu'il y a un parallèle un peu à faire avec Kevin Durant sur le côté, parce que Kevin Durant aussi, alors vous en avez déjà parlé, euh, Kevin Durant, il y a aussi ce côté, il fait une de ses moins bonnes saisons en carrière, mais en fait, bah, comme tu l'as dit, il parle tellement haut Ouais, que en fait, c'est pareil. Ouais. bah, ça reste très bon. Et Damien Lillard, il y a un peu ce côté-là aussi. Et si je peux faire juste une petite parenthèse sur ce que tu disais Vas-y, sur vas-y. les 3 points, Damien Lillard, il fait 35% à 3 points, mais en fait, bon, déjà, il y a le background qui fait que, en fait, quand Damien Lillard shoot, bah, t'es obligé de défendre dessus, même s'il est sur une mauvaise saison, parce que bah, tu sais qu'il est capable de les mettre. Ouais, c'est un peu juste pour te dire, c'est l'anti-Lou Dort, tu sais, où Lou Dort il fait une bonne saison à 3 points, mais il est quand même pas respecté alors qu'il est à 40%. et C'est Lillard, bah, ça. il est pas bon, mais il est quand même respecté. Donc c'est toujours ce qu'on dit, hein, ce côté gravité, spacing n'est pas que pourcentage. C'est aussi l'historique, c'est aussi Oui, la dangerosité, l'historique quoi. et le volume. Et c'est là où je voulais Ouais, en venir, ouais, c'est ouais. le volume. C'est qu'en fait, Damien Lillard, il en prend aussi beaucoup. Et en fait, c'est là où le volume est plus important que le pourcentage quand on jauge l'apport de spacing et la capacité à shooter d'un joueur. C'est que euh, un joueur qui prend 7, 8, 3 points par match, enfin 7 ou 8 3 points par match, même s'il tourne à 35%, bah, en fait, il va être plus dangereux qu'un joueur qui tourne à 45%, mais il en prend que 2. Parce qu'un joueur qui tourne à 45% et qui en prend que 2, tu lui dis, bon, bah, je défends pas, au pire, il va en mettre un sur 2, et puis bon, bah, c'est pas grave, il aura mis un 3 points. Mais un joueur à 35%, s'il en prend 9, bah, il va en mettre au moins 3, donc techniquement, ça t'apporte forcément plus de points. Donc, ouais, il y a le volume et l'historique qui fait qu'en fait, même un Damian Lillard à 35%, ça va forcément étirer le terrain. Mais bon, voilà, c'était une grosse parenthèse sur le shoot à 3 Ouais, points. mais t'as bien fait, t'as bien fait. Pour revenir sur ta question de base sur le classement euh, global, oui, je pense qu'il y aura une baisse par rapport à l'année dernière, parce que comme tu me l'as dit, même s'il y a le pourquoi qu'on peut comprendre, le côté voilà personnel, Ouais, ouais. peut-être des petits soucis dans sa vie perso et tout ça, qui ont, je pense, eu un impact, parce que bah voilà, c'est pas des machines, ça reste des êtres humains, mais on est obligé de le prendre en compte, donc fatalement il y aura une baisse dans le classement global. Ceci dit, il t'apporte toujours des choses qui ont beaucoup de valeur sur un terrain, à savoir de la création offensive, sur des shoots, on l'a dit, très rémunérateurs comme le lancer franc. Je pense que ça va de facto le mettre à un niveau plancher qui fait qu'il va pas descendre. Si je regarde les noms très rapidement, je sais pas où on va le mettre, mais je pense pas qu'il va descendre en dessous de 15 actuellement, tu vois. Du top 15, top 20. Tu as parlé du shoot, je peux parler un peu du drive, où malgré cette mauvaise saison, bah, il a chuté, hein. Il a chuté et parmi les gros drivers, il est à peine 11e désormais. Il est à peine aux portes du top 10, alors qu'en fait, bah, parce qu'en fait, l'an Bouh. dernier, l'année d'avant et l'année encore avant, il était top 3, quoi. C'est un mec qui a énormément amélioré sa finition au panier depuis le début de carrière, pour le coup. Et voilà, malgré cette mauvaise année, bah, il est encore aux portes du top 10 à côté de Edwards, tu vois, et qui est juste une place devant lui, voilà, enfin, les deux, ils sont à 1,25 points par tir sur des tirs en fin de drive. Donc, il y a ça aussi de noter le déclin. Ok, mais je trouve qu'il faut pas non plus parfois tomber dans le biais de déception, en un sens. Ouais, c'est moins fort qu'avant. D'accord, mais on n'évolue pas, pour le coup, dans le référentiel de Lillard, ou pareil pour Durant, on n'évolue pas dans le référentiel de Durant. On évalue aussi aujourd'hui par rapport au reste de la NBA. Et ouais, je pense que ça, malgré ce côté moins fort, on n'est quand même pas au point d'être. Enfin, on va pas dire de non encore, on va pas encore aller sur le classement, mais voilà, ça reste quand même assez fort. Et l'autre aspect, je pense que, bon, la défense, on l'a dit, c'est clairement pour moi une valeur négative qui n'a pas aidé parce que ça rajoutait encore un mec qui était pas bon en défense off-ball. Et donc, ça, c'est un peu ce qui manque aux Bucks. Mais non, l'autre aspect, que du coup j'ai perdu. Non, oui, pardon. Oui, ça y est, je pars dans tous les sens. L'autre aspect, l'autre histoire de la saison aussi, tu sais, c'est le pick and roll avec Giannis. Et le fait qu'on a eu un potentiel pas totalement réalisé par rapport à ça. Mais tu vois, même de ce point de vue-là, j'ai pas l'impression que la faute, entre guillemets faute, vienne un peu de lui, parce que quand il y a le trade, on se dit tous, ah, c'est parfait, le tandem parfait dans la théorie, si la défense fait ça, ils peuvent faire ça, etc. Le truc parfait sur le papier, sauf qu'on a vu que c'était pas concrètement génial. Mais on a aussi pointé du doigt beaucoup le fait que c'est parce que le timing et l'automatisme n'est pas là, et aussi la pose d'écran de Giannis n'était pas complètement là. Donc c'est aussi ce qui fait que comment dire, ce pick and roll n'a pas été aussi bon que prévu, mais c'est pas que de la faute de Lillard, tu vois. Il y a un côté, lui, son niveau de jeu qui était pas aussi bon qu'avant,
Mais sur cette synergie par rapport à Giannis, il faut aussi que Giannis pose de bons écrans, il faut qu'il y ait plus d'automatisme, etc., etc. Et puis plus de répétitions aussi, parce qu'on l'a vu Oui, en exactement. début de saison, il faisait beaucoup de high pick and roll avec Giannis justement, et en fait, beaucoup. Ils en ont fait quelques fois, on s'est dit, wow, mais ça marche trop bien, parce que en fait, comment tu défends? Tu peux pas défendre Giannis qui roll, et sinon tu laisses Lillard shooter à 1 mètre, 2 mètres derrière la ligne des 3 points, tu sais qu'il est capable de le faire. Tu restes haut, tu laisses Giannis tout seul rouler vers le cercle. Et en fait, c'est juste qu'ils l'ont fait quelques fois en début de saison, puis après ils ont arrêté de le faire. Et donc, classement, le moment tant attendu, où est-ce qu'on le met? On le met autour de la 35e place, c'est ça? Ouais, j'étais plus vers 45, mais si tu veux. Allez. Par rapport à Nesmith, tu penses que ça se vaut ou pas? C'est kiff-kiff. Hein. Non, je regarde. J'ai pas les chiffres d'efficacité d'Anthony Edwards, mais j'étais un peu dans ce range-là. Edwards est autour de la moyenne, il est à moins 1%. Voilà, la meilleure saison d'Edwards, c'est moins 1% relatif à la moyenne. La pire saison de Lillard, c'est plus 2. Ouais, j'allais le mettre autour d'Edwards. Edwards, ça a quand même la défense, mais je l'aurais mis un peu au-dessus d'Edwards, du coup, tu vois. C'était un peu mon point de repère, c'est je me disais, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Edwards? Après, Edwards, je sais pas quoi en faire depuis le début. Il est là, mais je sais pas quoi en faire. J'arrive pas, tu vois, même Edwards par rapport à Gobert, ça me tracasse un peu, mais bref. Non, je pense que ça peut s'argumenter, ce truc-là. En plus, juste à côté, il y a Haliburton, qui, on avait déjà parlé ensemble, mais c'est un peu lui le dépositaire du jeu des Pacers, mais pas dans une proportion à la Luka Doncic, quoi. Il y a aussi le système, beaucoup. Alors lui, il aide le système, mais il y a aussi le système, et en plus, il a fait une mauvaise deuxième partie de saison, donc on peut le prendre en compte. Non, c'est vrai que ça me va d'être niveau Edwards. Donc on a Edwards qui est 10, on a Bam Adebayo qui est 9, on a Mitchell qui est 8. Je pense que sur la performance 2024, on peut dire que Mitchell est devant pour sûr. On est d'accord? Ouais, il fait une grosse saison, ouais. Après, ouais. Moi, n'importe où, au-dessus de Bam, en dessous de Bam, au-dessus d'Edwards, en dessous d'Edwards, je pense qu'on est par là. Bam, j'ai pas trop d'avis entre Lillard et Bam, parce que les deux profils sont tellement différents que je trouve ça dur de savoir lequel a vraiment le plus d'impact. Parce que la défense de Bam est quand même... je mettrais... Bon, du coup, pour trancher, je le mettrais entre les deux. Entre Adebayo et Edwards. On peut. Est-ce que c'est pas un peu sous-côté les errements défensifs de Lillard? Oui, on peut le faire comme ça. Le côté Lillard n'a pas été bon en défense, on peut le mettre sous Edwards. Le problème, j'ai tellement de frustration offensive sur Adebayo. Aussi, ouais. Ouais, mais Adebayo, elle a quand même la défense d'élite sur un poste le plus important. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Donc, ok, mettons avec Edwards, mais je sais pas au-dessus, en dessous, je sais pas. Ouais, je l'aurais mis peut-être au-dessus, parce que t'as quand même... T'as le scoring. Edwards, tu l'as, mais il est quand même moins efficace. De pas beaucoup, mais il est quand même moins efficace. Après, Edwards, ça a la défense. Ouais, mais après, c'est vrai que l'attaque était d'élite. Hein. L'attaque des Bucks était d'élite jusqu'à ce que Doc Rivers arrive. Ok, bon, mettons-le là. Comme ça, on va se faire insulter complètement. Et puis voilà. Ok, faisons ça. Ça fera du buzz, au moins. De toute façon, c'est un classement vivant. Hein. Donc, s'il y a des gens qui veulent reclasser et qui ont des avis plus affirmés que nous, on le fera. Mais bref, donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 15 janvier 2024 et c'est un buzzer beater contre les Kings. Est-ce que tu te souviens de cette action? Un 3 points buzzer beater contre Sacramento. Ils sont à moins 2, 3 points Lillard. Ils passent à plus 1 au buzzer. Qui est sur le terrain au moment de cette action? 15 janvier. 15 janvier. Il y a pas les trades encore. Giannis. Oui. Est-ce qu'il y a Brook Lopez? Oui, tout à fait. Chris Middleton? Non, pas Middleton, non. Attends, qui est-ce qu'ils ont? Moi, j'ai Marjon Beauchamp en tête, mais je suis sûr qu'il est pas sur le terrain. Non. Surtout pour un buzzer beater. Est-ce que tu as regardé The Office? Mais Beasley. Exactement, The Office, Beasley, tout à fait. Par rapport à Pam Beasley. Non, ils ont pas fait du... j'allais dire Bobby Portis, mais ils ont pas fait Giannis Lopez Bobby Portis. Non, un ancien de Portland, qui était aussi avec Lillard à l'époque. Un ancien de Portland, qui était avec Terry Stotts. Un joueur de baseball, hyper explosif. Alors là, je l'ai pas. Alors, je vais pas trop faire de jeu de mots avec le nom, parce qu'il est un peu particulier.
Non, c'était un Patrick. Pat Connaughton. Exactement, Pat Connaughton, tout à fait. Et puis côté Kings alors? J'ai pas la ref avec le baseball. Non, c'était un ancien joueur de baseball, tout simplement. De très haut niveau. Côté Kings, il y a du coup Fox. Ouais. Sabonis. Oui. Werther. Tout à fait. Harrison Barnes. Non, pas Barnes. Non, si, oui. Keegan Murray, du coup. Non, j'allais dire on a un ancien de Kentucky, mais c'est pas un indice, vu le nombre de mecs qui sont sortis de Kentucky. Ouais, non, mais c'était le partenaire de backcourt de Fox à l'époque, à la fac. Ah bah, Malik Monk. Exactement, Malik Monk. De toute façon, s'il n'y a pas Barnes ni Murray, c'était Monk. Et du coup, il faudrait du coup plutôt un ailier, je pense. C'est ça, un poste 4. Qui aux Kings? Je crois qu'il a un homonyme que toute la NBA déteste actuellement. Parce que l'homonyme est champion du monde. Médaille d'or même. Et il a fait toute une tirade sur les champions du monde. Ah, Noah Lyles. Ah, Trey Lyles. Exactement, Trey Lyles. Wow. Okay. Tout à fait. Qui n'est pas du tout le frère de Noah Lyles, qui est juste un homonyme. Mais voilà, qui est sur le terrain pour les Kings à ce moment-là. Et donc, je récapitule qui est-ce qu'on a classé aujourd'hui avant de se quitter. Nous avons parlé de Lillard qu'on a intégré dans le top 10 entre Bam Adebayo et Anthony Edwards. Envoyez vos insultes par courriel. Nous avons, par rapport à Edwards. Nous avons inséré Bradley Beal autour de la 30e place entre Alperen Sengun et Scottie Barnes vers Aaron Gordon aussi. Et juste en dessous, Miles Turner aussi, qui est entre Gordon et Caruso. Nous avons Banchero qui est à côté de Cade Cunningham un peu plus bas dans le classement. Et puis nous avons Josh Hart qui est en compagnie de Lou Dort, Aaron Smith et DeAndre Hunter vers la fin du classement, vers la 55e place grosso modo a priori. Et donc voici pour la QV du jour. Et en tout cas, merci beaucoup d'être passé, Titouan, sur le Basket Lab et sur la Syllab, encore une fois. Bah de rien, merci beaucoup pour l'invitation, toujours un plaisir et à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour encore un cas compliqué pour le coup. C'est vrai que c'est un peu le problème avec Banchero, comme on l'a bien développé, c'est cet aspect de les écarts peuvent être énormes parce qu'il suffit que quelqu'un considère l'efficacité ou alors ne la considère pas et ça fait de suite des écarts assez énormes. Mais bref, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on discute pas mal de tout ça. N'hésitez pas aussi à aller vous servir et piocher sur seulement les flux, le flux secondaire, le flux extrait du Basket Lab pour seulement quelques petits extraits. Bref, on se voit la prochaine fois, et la prochaine fois, nouvelle cuvée, évidemment. Nouvelle cuvée, la cuvée numéro 13, qui est une cuvée, ma foi, fort intéressante, puisque la prochaine fois, on va parler de Anthony Davis, Paul George, Lauri Markkanen, Harrison Barnes et Jaime Jaquez. Eh oui. Et donc, sur ce, je remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Titouan d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.